Donc voilà, Plague Tale, c'est beau, ça tue sur plein d'aspects, mais en vrai, il y a plein de trucs. Là, alors, c'est marrant parce que c'est un Oui. jeu français, pour le coup, Oui. et je joue en VA, en version anglaise. Donc, c'est des Français qui doublent en anglais. Et bah putain, c'est Ouais. ultra C'est cool. trop marrant. Parce que du coup, c'est les voix françaises et avec un bel accent anglais. Enfin, un accent anglais comme un Français qui parle anglais, quoi. Tu vois. Et franchement, c'est super vrai agréable à écouter, quoi. Je trouve ça... Ouais, ouais. Et en fait, j'ai essayé la VF. J'ai pas accroché du tout à la façon de parler. Enfin, je trouve qu'il y a un truc bizarre. Et le mettre en anglais, bah, j'ai trouvé ça trop cool. Bah, après, ça fait très bizarre, mais... Oh, Look at the Rat. Ouais, c'est un peu ça, ouais. Non, mais du coup, t'as vraiment cet accent, je sais pas, français du moyenâgeux, quoi, qui est vraiment bizarre. Moi, je trouve que ça colle trop bien à l'ambiance générale, quoi. Ah, faudrait que je regarderai une vidéo avec la version anglaise. Ouais, franchement, le doublage en anglais, il est vraiment trop bien. Enfin, je félicite vraiment les gars, quoi. Voilà. Cool, pour une fois qu'il y a un doublage. Enfin, c'est rare. C'est rare félicite qu'on des dise doublages. ça de doublage Ouais. français vers l'anglais. Mais donc, j'ai envie de me dire que c'est parti pour l'épisode 38 du Contrecast. Le Contrecast, c'est quoi ? C'est un podcast où j'ai toujours autour de moi de véritables passionnés qui savent nous raconter leurs aventures sur un sujet qui leur a plu ou pas. Vous le savez sans doute désormais, chacun a sa chronique, puis on échange entre nous sur les différents sujets. On va commencer par un traditionnel tour de table avec notre aventurière des sujets joyeux. Et ça vient de Queutrus. Ali, comment ça va ? Ça va bien et toi ? Mais très bien. De quoi est-ce que tu nous parles aujourd'hui ? Eh ben, encore, comme me dirait Queutrus, en plus j'allais te mentionner dans ma chronique, de Devilman Crybaby. Et ça va être très joli. Je me suis rien spoilé, même pas le pitch de l'histoire, j'avoue que juste la thumbnail donnait un peu le ton. Oui. Notre second à la matière, mais plutôt côté drogue et antidépresseur, j'ai nommé Queutrus. Comment tu vas ? C'est moi. Bah, ça va. Ça va très bien. Et de quoi tu nous parles sur cet épisode, Queutrus ? Je vous parle success story, pixel et drogue. Addiction, on va dire. Ouais, ok, ouais, si, ça marche quand même. Et puis, on va terminer ce tour de table avec celui dont on a volé le sujet 2 fois, à peu près, puis récupéré par la suite. Zef, comment tu vas ? La victime. Ouais, non, mais c'était ma faute, j'aurais dû le dire tout de suite. Hein. En vrai, c'était le running gag, mais en vrai, j'aurais dû le dire. Je réserve ma chronique directe. Ça va, merci. Mais Et toi, oui, ça comment va. Ça va, et là, je suis un peu traumatisée. Je l'ai dit en intro, mais l'intro qu'on a effacée et que vous entendrez pas. Mais je suis traumatisée. Je m'excuse d'avance pour ma voix horrible Mais arrête, c'est pas croyable du ça. précédent épisode. Laisse les canards tranquilles. Là, on est obligé d'effacer les tweets avant que tu puisses les lire, quoi. C'est pour pas te vexer, quoi. Mais voilà, j'ai envie de vous dire sans transition. Du coup, c'est parti pour le premier sujet. J'ai vu en googlant Devilman Crybaby, c'est un peu bizarre comme titre. J'ai vu Démon et Dark Fantasy. J'avoue que j'en avais jamais entendu parler ou peut-être que un petit peu, mais de très très loin. Heidi, est-ce que tu nous parlerais pas un peu plus de cet animé ? Oui, tout à fait. Mais avant de débuter, je vais vous raconter un peu ma vie. Parce que, en fait, il faut savoir que de base, je n'avais pas d'inspiration pour ma chronique d'aujourd'hui. Et avec le running gag sur Archive, la chronique de Zef, je m'étais dit qu'en plus, ma dernière série terminée, c'était en fait Game of Thrones. Mais j'avais pas envie que le Contrecast devienne un Whisperos. Whisperos bis. Oui, Whisperos bis. Après avoir été popcorn sur l'épisode précédent. Oui, voilà. Et en fait, j'ai juste réfléchi. Et en fait, je me suis dit, tiens,
qu'est-ce que j'ai aussi retenu de GOT, c'est, les moments marquants, c'était les morts de un tel ou bidule, ou, pour pas trop dire lesquels, mais parce qu'il y en a beaucoup quand même. Et je me suis dit, mais est-ce que j'ai déjà ressenti ça pour un animé ? Genre cette espèce de, pas de sentiment de satisfaction, mais quelque chose de marquant, fort comme dans GOT. Et là, éclair de génie, j'ai pensé à Devilman Crybaby, que j'avais vu en 2018, puisque c'est sorti en 2018, quand Netflix avait mis en avant sur leur plateforme, pardon. Et je me suis souvenu que ça m'avait vraiment marqué, retourné le cerveau, enfin tout ce que vous voulez, et qu'à chaque fois que je l'ai recommandé, j'ai eu des retours vraiment surprenants, mais un peu de satisfaction aussi. Du coup, Devilman Crybaby, c'est un animé de 10 épisodes qui tire son origine d'un manga qui s'appelle Devilman et qui vient du célèbre mangaka Go Nagai. Et en fait, ce manga, donc Devilman, est sorti en 1972. Go Nagai, en fait, on le connaît aussi pour le fameux Goldorak. Et en fait, Goldorak, c'est sorti 3 ans après Devilman. Mais en fait, pour revenir du coup à l'animé Devilman Crybaby, parce que j'ai surtout parlé de l'animé parce que je connais pas trop le manga, pour être tout à fait transparente. Du coup, l'animé, c'est une série originale licenciée par Netflix et produite par le studio Science Saru, dont le cofondateur est l'un des piliers de l'animation japonaise qui s'appelle Masaaki Yuasa. On lui doit justement un film en 2021 qui s'appelle... Enfin, on lui doit la réalisation de ce film qui s'appelle Inu-Oh. Et en fait, il a une patte graphique très particulière parce qu'elle est assez minimaliste. Et en fait, ce qui est assez marrant, donc parmi les retours que j'avais eus, c'était certains trouvaient que sa patte graphique était un peu moche. Donc on pourrait peut-être le qualifier de moche, mais à mon sens, moi je trouve ça plutôt atypique. Car en fait, c'est peut-être moins agréable, je sais pas, qu'un Violet Evergarden classique ou un Your Name qui est quand même très très beau, donc c'est peut-être un peu moins agréable à l'œil, mais donc parce qu'il y a aussi moins de détails. Mais justement, ce que je trouve intéressant avec l'animation à la Masaaki Yuasa, c'est qu'en fait il n'hésite pas à briser les codes et à prendre des risques, et du coup rendre son animation très créative et unique. Donc il faut aussi savoir, parce que là j'ai un petit peu parlé de lui, qu'il a été honoré de la médaille au ruban pourpre par le gouvernement japonais, qui est en fait l'un des prix les plus prestigieux au Japon et qui représente, je ouvrais les guillemets, ceux qui ont contribué au développement des sciences et des arts par la clarté de leurs publications. Donc juste rien que ça. Et à titre d'exemple, pour vous situer, il y a Joe Hisaishi qui a eu le même titre, donc qui est le compositeur des films de Ghibli. Du coup, balèze. Du coup, Devilman Crybaby, ça commence comment ? Alors, l'histoire démarre avec Akira Fudo, donc qui est en fait un jeune homme timide, peu sûr de lui. Et en fait, il retrouve son ami d'enfance qui s'appelle Ryo Asuka. Et en fait, celui-ci va l'emmener dans un lieu pas très catholique. Alors, si je devais le décrire, c'est une espèce peut-être de warehouse avec des démons, avec de la musique et un penchant pour la lecture de manière très forte. Ce Ryo finira Akira Fudo finira par se faire posséder par un démon et devient en fait un espèce d'être mi-homme, mi-démon, parce qu'en fait, fort heureusement, il a assez de mental pour pas devenir un démon à 100%. Et en fait, il va avoir des nouveaux pouvoirs. Et ces nouveaux pouvoirs vont servir à empêcher l'invasion des véritables démons afin de sauver l'humanité. Donc ça, c'est le pitch. Alors, je vous préviens un petit peu quand même, parce que moi, j'ai bien aimé. En fait, j'ai recommandé à mes amis en disant « Tu regardes ça, mais je te préviens quand même, c'est gore. » Voilà. Mais en fait, c'est pas que gore. Donc, petit disclaimer, c'est sombre. Il y a pas mal de scènes de sexe assez poussées, qui sont montrées de manière très poussée. Et parfois, on tombe carrément dans du psychédélique. Mais en fait, il faut savoir que c'est pas utilisé sans raison. En fait, c'est là pour servir la narration. En fait, c'est pas du gore pour du gore. C'est aussi là pour traduire les propos de ce que a à raconter Devilman Crybaby. Et en fait, c'est, on va dire, à mon sens, c'est aussi pour montrer la folie de l'homme avec un grand H, la perversion
d'être humain à démon, aussi la perversion de la jeunesse, la part grandissante de la religion. Et franchement, personne d'autre que Masaaki Yuasa aurait pu le faire avec brio comme il l'a fait, quoi. Et en fait, il a réussi à établir une atmosphère si spéciale qui, en fait, rend mal à l'aise. C'est à la limite du malsain. Et en fait, alors déjà, je sens que Ketrus, il me dit « Oh, ça, c'est très sympa quand même. On va sur quelque chose de gay. » En fait, pour faire un rapide tour des thèmes qui sont abordés, donc on a la corruption, la discrimination, dans quelle mesure sommes-nous des hommes et pas des démons, quelle est en fait la nature humaine. Et en fait, vraiment, on y voit une satire assez virulente, je trouve, de notre société à travers une descente aux enfers de l'homme à cause de ses péchés, à travers l'envie, la colère, la luxure. Bon, bah voilà, c'est pas très joyeux. Mais bon, après, je sais pas vous, mais moi, ça m'a beaucoup rappelé Berserk, en fait. Merveilleux manga au passage. Et en fait, qui, je vous rappelle, est arrivé après Devilman, donc je parle du manga. Et en fait, il faut savoir aussi que Miura, donc celui qui est derrière Berserk, avait déclaré publiquement s'être grandement inspiré du travail de Go Nagai, et donc de Devilman, dans une interview, dans un DVD de l'anime Berserk. Donc comme quoi... des grands esprits se rejoignent. Se rencontrent, exactement. Tout à fait. Et en fait, au niveau des personnages, donc on s'y attache vite, on s'identifie vite, parce qu'au final, ils sont, je dirais pas normaux, mais ils ont des vies normales, du moins. Et en fait, c'est ce qui les rend authentiques. Mais justement, en fait, c'est pour cette raison-là que les situations auxquelles nos personnages vont se confronter, auront aucun mal à nous toucher, quoi. On se sent même plein dedans, quoi. Et il y a certaines situations qui sont carrément des enfers sans nom. Il y a un épisode, je vais pas vous dire lequel, mais c'est vers la fin, qui m'a, je pense, c'est un qui m'a vraiment traumatisée. Je suis sortie de là, enfin, j'ai terminé l'épisode, j'ai fait ah ouais, ok, d'accord. Ok, et en fait, ça m'a fait un peu la même chose comme, du coup, tout le monde la connaît, mais comme la mort d'Oberyn, quoi. J'ai fait ok. Oh, le spoil. Mais c'est un peu dans ce style-là, quoi. Mais en fait, je salue quand même la façon donc notre protagoniste, donc Akira Fudo, le personnage principal, a été façonné, parce que en fait, être Devilman, donc c'est-à-dire être un être mi-démon et mi-humain, c'est pas vraiment facile tous les jours, forcément, parce que il a aussi des penchants de démons, des envies de démons. Donc c'est pas parce qu'il tue des démons que ça fait lui quelqu'un d'héroïque, mais c'est surtout sa maîtrise de ses pulsions démoniaques qui fait de lui un grand homme. Et je parle toujours de grand homme avec un H. Parce que au final, Akira Fudo, c'est celui qui ressent et qui subit, en fin de compte, une certaine fatalité, alors qu'il essaie de vraiment sauver tout ce qu'il aime. Et l'accent est vraiment mis, pas sur ses super pouvoirs, mais un peu sur ses super émotions. Et après, vous avez l'extrême opposé qui est Ryo, donc qui physiquement ne ressemble pas à Akira, parce qu'Akira est brun, Ryo est blond. Ils sont vraiment vraiment des antipodes. Et en fait, il faut savoir que Ryo lui, contrairement à Akira, a soif de violence, est tout à fait dans le contrôle, limite, c'est de manière très exacerbée. Et justement, en parlant de la fin, j'ai pas vraiment évoqué la fin, mais je vais en parler maintenant, sans vous dire vraiment ce qu'elle est. Moi, j'étais complètement brain sur les 3 derniers épisodes, mais en plus, une fois de l'avoir fini, j'ai ressenti un vide énorme, mais vraiment, c'est la première fois, je crois, que j'ai ressenti le désespoir. Parce qu'en fait, ces 10 épisodes, c'était complètement addictif. Là où c'est très fort, Masaaki Yuasa est pas du tout dans l'explication, c'est vraiment beaucoup d'action. Et alors c'est peut-être aussi un défaut, parce qu'on se dit peut-être il aurait pu expliquer certains aspects je sais pas, sur les pouvoirs, etc., ou sur les démons eux-mêmes. Mais bon, après l'essentiel n'est pas sur ça finalement. Et en fait, ces 10 épisodes, c'était complètement délirant, mais surtout c'était intense.
Et en fait, c'est sur la fin, l'animé questionne le téléspectateur en disant est-ce que finalement on a toujours foi en l'humanité ? Est-ce que finalement les véritables démons ne sont pas ceux qui sont en fait des démons à l'intérieur et pas à l'extérieur ? Donc moi j'ai fait partie de ceux qui étaient complètement dépités parce qu'il faut savoir qu'il y a aussi un personnage clé dans cet animé qui s'appelle Mickey, qui en fait incarne cette lumière de l'humanité. Et en fait, il faut savoir qu'à chaque fois, quand on a ne serait-ce une petite lueur pour l'humanité, le scénario est là pour nous briser. Alors, pour bien nous briser, ou bien chacun de nos espoirs et chaque attente qu'on peut avoir. Et finalement, j'ai envie de dire, et c'est ça, et c'est aussi le message et les impressions que m'ont donné Devilman Crybaby qui rend l'animé grandiose. Voilà. Donc voilà, je peux que le recommander, mais voilà, j'ai envie de dire qu'on n'en sort pas vraiment indemne. Ouais, c'est surprenant. Du coup, sur les 8 épisodes, c'est une histoire. Enfin, t'as quand même un fil rouge entre chaque épisode. C'est pas un épisode par thématique. Non, c'est toute l'histoire en fait. Okay. Enfin, t'as 10 épisodes, mais ça se suit quoi. C'est marrant parce que je regardais la biographie du réal, donc Masaaki, et en fait, ce gars-là a commencé à l'animation parce que ah oui, Shin-chan. Ouais, voilà. Pardon. Donc il a commencé avec des trucs ultra mignons et puis là après c'est parti en vrille complet. Je suppose avec la notoriété et le fait qu'il soit autonome sur ses réels, voilà, change la donne. Mais ouais, ça a l'air assez glauque et mignon à la fois. C'est un peu bizarre. Bah en fait, je pense que c'est l'aspect parce que c'est très minimaliste, donc ça rend l'animation enfantin. Mais en vrai, les thèmes abordés, c'est tout sauf enfantin. Enfin, vraiment, moi, j'ai jamais eu de claque au niveau d'animé depuis Devilman Crybaby, quoi. Ok. J'attends cette claque. Et pour moi, c'était vraiment l'animé qui se rapproche le plus des twists qu'on avait dans Guts aussi. Ouais. Bah, clairement, en fait, toutes les personnes à qui j'ai recommandé, et pourtant, c'est des personnes qui n'aimaient pas forcément regarder des animés ou lire des mangas, ils m'ont dit, ah ouais, là, par contre, t'as mis la barre très, très haute. Je dis, bah là, si t'aimes pas, après, j'ai quand même choisi les personnes qui aimaient bien, je sais pas, par exemple, soit beaucoup regarder des thrillers, soit des trucs, des documentaires un peu en mode... sur les tueurs en série, genre comme ça. Donc je suis pas non plus partie voir des personnes qui regardaient Shin-chan, tu vois. Est-ce que par exemple Zef faisait partie de ces personnes-là ? Bah, je pense que Zef, ça t'intéresserait. Mais on n'est pas sur du Agretsuko, là, clairement, on est à l'opposé. mais le point commun entre Agretsuko et du coup Devilman Crybaby, c'est vraiment une satire de la société, quoi. Ouais, non, mais je connais pas. Alors, j'ai jamais lu ou vu, mais c'est dans mon giron depuis très, 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 très longtemps. Et en vrai, il me faut un déclencheur pour le lancer, je pense, truc. Alors, peut-être que du coup, ce sera le déclencheur. Mais oui, je connaissais un peu le thème et le truc de base. Mais ouais, je sais que ça va me plaire, en fait. Donc, j'ai aucun doute sur le fait que quand je vais commencer à regarder, je vais l'avaler. Ah bah ouais, bah, je me suis dit, parce qu'il me semble que t'adores Berserk aussi. Bah bien sûr. Donc qui aime pas Berserk ? Mais c'est marrant parce que quand l'anime est sorti, il y a beaucoup de personnes qui ont critiqué parce qu'ils disaient ouais c'est moche, nana. Alors moi je soupçonne ces personnes. En fait oui, là où il faut dire aussi c'est que je sais pas comment dire, mais graphiquement c'est vrai que ça peut rebuter. Mais il faut passer outre en fait parce que je trouve que c'est justement parce que c'est une base, mais après quand il y a le Masaaki Uesai, il arrive à tout transformer en fait. Ne serait-ce que au niveau des plans, au niveau de la transformation en démon, et en fait finalement tu te rends compte que c'est assez riche, c'est pas aussi minimaliste en fait.
Mais je sais il faut un temps d'adaptation. Je connais des personnes qui sont pris à plusieurs fois à regarder le premier épisode, le deuxième épisode, parce qu'ils n'ont pas du tout aimé l'animation. Mais après, à la fin, on dit, oh, c'est du diamant. Mais j'avoue que moi, c'est un peu un truc qui me rebute, et pourtant je consomme vachement d'animés. Mais c'est par exemple ce qui me pousse à ne jamais mettre les pieds dans One Piece. Je n'ai jamais regardé One Piece de ma vie, ni lu les mangas d'ailleurs. Mais tout le monde, moi j'ai beaucoup de potes dans mon entourage qui le mettent sur un piédestal, tu vois, pour X raisons. Mais ça fait partie quand même des critères où t'as des, voilà, t'as une patte graphique qui est vachement la part qui est vachement importante dans la part de jugement que t'as au premier abord. Ouais, mais... Attends, on peut revenir sur le One Piece. Parce que j'allais rebondir sur un autre truc. Juste parce que One Piece, enfin, autant l'animé, je le trouve, enfin, j'ai jamais accroché du tout, donc j'arrive pas à le lire, à le regarder. Autant le manga, enfin, c'est un truc, il est difficile à commencer, mais en vrai, il est vraiment bien. Il se bonifie en plus. Mais globalement, c'est ce qu'on me dit. Et puis, comme toute série de longue haleine, je pense que voilà, le dessin évolue aussi, que y a vachement de trucs qui se bonifient. Mais j'avoue que ça fait partie des trucs que j'ai vraiment envie de tester, mais sur lequel j'ai un peu de mal parce que je suis pas forcément à l'aise avec la patte graphique. Mais voilà, je pense que c'est comme toi, Zev, je pense que c'est juste un déclencheur qu'il me faut. Mais après, tu vois, il faut aussi, tu peux le prendre comme Life is Strange. Life is Strange, quand c'est sorti, ça était un peu... on va pas dire que graphiquement, ça n'a pas non plus révolutionné. Ouais, c'était en retard graphiquement. Ouais, c'est ça. Mais par contre, tout le monde a décidé de continuer les épisodes parce que ça a réussi à nous mettre en haleine. En fait, ça, c'est très fort aussi avec Devilman Crybaby, c'est que, une fois que tu as passé ça, c'est complètement addictif. Hein. Ok. Et je pense que c'est pareil pour Life is Strange. Si tu arrives aussi à te dire que le premier épisode, parce qu'il se passe rien en plus dans le premier épisode de Life is Strange, si tu arrives déjà à suivre, enfin, je sais pas comment dire, à ressentir un petit peu ce qui va, la belle chose dont Life is Strange a envie de te raconter, bah là, c'est gagné. Hein. Tu es en train de comparer l'un des GOTY de 2015, ah non, mais... enfin mon GOTY 2015 à un truc. T'as intérêt à être sûr de tes proportions. Pour moi, Devilman Crybaby, c'est mon GOTY depuis 2018, quoi. Et j'ai pas vu d'animé qui me... En fait, j'aime bien... Il n'y a pas de fanservice. Enfin, si... Il y a quand même des scènes de sexe qui vraiment... je sais pas si c'est moins de 18 d'ailleurs sur Netflix, ou c'est moins de 16. Mais c'est ça comme... sera pas moins de 18 sur Netflix, c'est pas possible. Oui, mais en tout cas, les scènes, elles sont assez poussées. C'est vraiment exacerbé et je crois qu'il y a un disclaimer en mode drogue, violence, certainement. Oui, clairement. Sexe. Donc il y a du cul, il y a de la violence, des démons. Ah bah ouais. Et tu me diras si quand tu l'auras regardé, les parallèles peut-être avec Berserk. Et toi, Kétrice, c'est un truc qui te tenterait? Ou tu connaissais déjà? Complètement, ouais. Non, je connaissais pas du tout. Enfin, juste de nom. Mais non, je connais pas ni le manga ni l'animé. Mais je suis très fan de Berserk. Je me suis bouffé tous les mangas et je crois que j'ai presque vu tous les animés, un truc comme ça. Donc, si c'est de la même, du même acabit, ouais, je suis chaud, quoi. Eh ben écoute, ouais, ça, moi en tout cas, j'ai bien été hypée. Je pense que je donnerais une chance au premier épisode pour voir comment ça se passe. Mais ouais, en tout cas, Devilman. Ah oui, attends, j'avais une question. Pourquoi Crybaby d'ailleurs? Je pense que c'est parce alors, il faut savoir que Devilman Crybaby a pris une direction assez différente au niveau des personnages que le manga. Donc je pense que c'est pour bien différencier... parce que c'est vraiment le projet du studio. D'accord, quoi. Ouais, c'est plus une question d'appellation, quoi. Ouais. Ok. Mais c'est génial. En tout cas, c'est sorti en janvier 2018, comme tu l'as dit, en 10 épisodes et réalisé par Masaaki Yuasa, pardon. Et du coup, dispo sur Netflix.
Cette fois, retour sur un jeu indé qui a démarré sa success story avec une moyenne de 4,1 joueurs actifs sur Steam. Je me suis bien renseignée, j'ai bien fait mes devoirs, je suis partie sur Google et j'ai tapé ce que je pouvais ressortir de tout ça sans spoiler. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur Vampire Survivors? C'est marrant parce qu'après, on dit aux gosses de surtout pas faire leurs devoirs sur Wikipédia ou Google, quoi. Qu'est-ce que je peux te dire? Je peux te dire que c'est un jeu qui paye pas de mine et qui te prend aux tripes et qui te rend complètement addict. Et du coup, c'est un bon jeu. Et comme tu le dis, c'est une petite petite success story, je pense, des jeux indés actuels, parce que c'est un petit jeu qui est sorti en mi-décembre. Et comme tu l'as dit, d'un seul coup, il a explosé en fait, tout simplement grâce à des streamers, en fait, à des youtubeurs principalement, d'abord aux États-Unis, puis après en France. Et ça a complètement explosé. Et donc, depuis mi-décembre jusqu'à à peu près début février, il y avait 0 viewer, il y avait rien, il y avait quasiment pas de joueurs. Et d'un seul coup, c'est devenu un phénomène. C'est-à-dire que c'est, je crois, en ce moment encore, et depuis près d'une semaine, voire 10 jours, on est dans les 50 000 viewers sur Twitch. Ce qui est, alors, ce qu'il faut prendre évidemment avec des pincettes, c'est pas parce qu'un jeu est très regardé sur Twitch que c'est un bon jeu, mais en tout cas, c'est un jeu populaire. Et certains autres jeux sont largement derrière, et des AAA ou même des trucs très populaires actuellement. Donc, qu'est-ce que c'est que ce jeu? Eh ben, c'est un jeu à l'ancienne. C'est un jeu assez simple en apparence, même s'il a une certaine profondeur. Et c'est un jeu qui est développé par une seule personne, qui s'appelle Luca Galante, qui a fait ça presque pour s'amuser, finalement, il disait. Mais plus, en fait, il voulait faire ce jeu pour renouer avec l'animation d'une communauté. Parce que je sais plus exactement quel jeu il avait fait, mais il animait une communauté de joueurs et ça s'est arrêté. Et en fait, ça lui manquait ce côté communautaire, ce côté discuter avec les gens. Donc il s'est dit, bon, bah, je vais me faire un petit jeu, un petit truc, voilà, comme ça, qui paye pas de mine. Comme ça, je pourrais tranquillement faire mes petites updates le week-end, discuter avec les gens, et puis ce sera bien. Bon, résultat, c'est ce qu'il a fait au début. Il a mis le jeu à 2,39 € sur Steam. Comment on appelle ça, en alpha, non, en accès anticipé. Et bah voilà, c'est devenu une espèce de petite success story dans l'univers des jeux indés, surtout PC. Et il est assez content en plus parce qu'il dit qu'il va pouvoir en fait ouvrir son studio. C'était son rêve depuis longtemps et il pensait que ça allait mettre beaucoup de temps. Et puis là, en fait, avec le nombre de téléchargements, alors j'ai pas trouvé combien, mais je pense que quand tu es à 50 000 viewers simultanés sur du Twitch, sur un jeu, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui l'ont téléchargé, surtout à ce prix-là. Mais bon, voilà, finissons cette introduction et venons-en au gameplay. Donc, Vampire Survivors, c'est un jeu qui est très, très inspiré dans son lore, enfin, voire plagié, on peut dire même, et dans ses graphismes par Castlevania, et donc par tous les Castlevania, tout le Castlevania Universe. Donc on retrouve les héros, on retrouve le fouet, on retrouve certains monstres, etc. C'est, on peut dire, un roguelite hack and slash, pour à peu près faire ça, qui se voit vu du dessus, avec des pixels en 2D, bien évidemment, des sprites pas très animés. On est vraiment dans du vieux, enfin quasiment dans du old school, en fait, c'est du old school. Avec des menus qui sont dignes des meilleurs jeux sur Mega Drive, je pense. C'est-à-dire que c'est pas très beau, je crois que c'est du 4 tiers. Voilà. Donc pourquoi c'est un bon jeu? Bah parce que en fait, tout simplement, c'est le jeu que tu kiffes, c'est-à-dire que tu commences avec un héros avec une arme, puis tu vas gagner de l'expérience, tu vas acquérir une nouvelle arme, tu vas acquérir des power-up, puis tu vas pouvoir améliorer tes armes. Et tu vas avoir de plus en plus de vagues d'ennemis qui vont remplir entièrement l'écran. Ça va péter de partout. Tu vas envoyer des boules de feu, tu vas envoyer des lasers, tu vas mettre des gros coups de fouet sur l'écran. Et ça, jusqu'à une demi-heure, parce qu'au bout d'une demi-heure, si tu survis jusqu'à une demi-heure, le jeu s'arrête. Comment ça marche un peu plus en détail? Pendant ton jeu, donc tu as accès à 6 slots d'armes et 6 slots d'amélioration. Tu gagnes de l'expérience en tuant les ennemis, mais pas simplement. C'est-à-dire que quand tu tues des ennemis, en fait, tu as un petit diamant, comme les diamants sur Zelda, qui apparaît au sol, et donc il faut ramasser les diamants pour gagner de l'expérience, ce qui peut être super chaud quand tu as déjà plus d'une centaine d'ennemis sur l'écran.
Donc tu as un petit truc à faire. Et, chose que je n'ai pas dite, le jeu ne se joue qu'au clavier directionnel, c'est-à-dire donc juste avec une main. Tu ne déclenches pas tes attaques, tu ne déclenches pas d'effets spéciaux, tu n'as pas de furie, tu n'as pas de pouvoir, tu n'as pas de potion de soin, etc., etc. Non, tu fais juste bouger ton personnage et tous les effets se déclenchent de façon aléatoire pour certains et selon une certaine fréquence, donc un cooldown de tes objets. Donc le fouet va d'abord donner juste un coup. Quand il est au niveau 2, il va donner 2 coups, un de chaque côté, toutes les 2 secondes. Pareil pour la baguette magique qui va envoyer un projectile sur l'ennemi le plus proche, puis plusieurs projectiles quand tu l'améliores, etc. Voilà, tu as à peu près une douzaine d'armes différentes. Donc le fouet, la boule de feu, quelque chose qui s'appelle le garlic, donc l'ail qui te protège autour de toi. Référence au vampire, bien évidemment. Tu vas avoir un pigeon qui va bombarder une certaine zone de façon complètement aléatoire, random, et que tu maîtrises quasiment pas. Tu vas avoir donc des boules de feu qui vont aller traverser les ennemis. Tu vas avoir des projectiles qui partent, puis après qui reviennent, qui vont rebondir. Tu vas avoir des étoiles de ninja, des bibles qui vont tourner autour de toi, etc., etc. Et donc des améliorations que tu peux avoir au nombre de 6 maximum sur ta run, qui va baisser le cooldown, va rajouter des projectiles, va te donner plus de chance, un peu comme la Binding of Isaac. Donc la chance, ça va te permettre d'avoir plus de critiques, ça va te permettre de trouver des meilleurs objets dans le jeu, etc., etc. Donc voilà, ça c'est les mécanismes de base, hyper simple. Voilà, juste tu as besoin de 3 doigts, en tout cas sur le clavier. Et sur la manette, tu n'en as besoin que d'un, donc ton pouce pour bouger ton personnage. Et le jeu se résume à ça, des monstres qui t'arrivent dessus, des pouvoirs qui se lancent aléatoirement et automatiquement, et des boss qui vont te donner des coffres dans lesquels tu vas pouvoir avoir améliorer tes compétences tout simplement, et de l'argent que tu vas pouvoir récolter et qui va te permettre de débloquer des compétences entre les runs, d'où le côté un peu roguelite. Et qui vont aussi te permettre de débloquer des personnages qui sont déjà pour un accès anticipé au nombre de 10, dont un personnage caché où il faut rentrer un code à l'ancienne, quoi. En fait, t'as vraiment l'impression de jouer un oldie. Ouais, c'est ça, comme quand tu jouais il y a 20 ans peut-être, quelque chose comme ça. Et puis voilà, et en fait le jeu, c'est le genre de jeu, tu fais ouais, je vais y jouer, je vais faire une petite run, ça se trouve je vais me faire tuer, ça va durer 10 minutes, ce qui est souvent le cas au début. Et puis en fait, tu lances le truc et puis 2-3 heures après, tu fais mais en fait, j'ai pas arrêté de jouer, quoi. Le jeu, tu te dis mais pourtant c'est un jeu simple. Je suis en train de jouer à Assassin's Creed avec où tu vois, on parlait de Life is Strange avec une super histoire qui t'emmène et tu peux pas décrocher parce que tu veux toujours en savoir plus. Là, c'est des runs de max 30 minutes que tu répètes en boucle. Et pourtant, le jeu te prend aux tripes, tu te rends complètement addict, te met à la limite des crises de, comment on appelle ça, quand il y a trop de, quand tu peux être sensible à la luminosité et tout ça, d'épilepsie. Ouais. D'ailleurs, c'est rigolo parce que depuis que le jeu est devenu un peu plus populaire, il y a un nouvel écran qui dit attention, crise d'épilepsie, si vous commencez à avoir la tête qui tourne, consultez un médecin, arrêtez de jouer. Et effectivement, à un moment donné, il y a tellement de sprites à l'écran, il y a tellement d'effets partout quand tu as tes armes au maximum et quand tu as plein d'ennemis que tu vois plus rien, tu as les yeux écarquillés, faut que tu sois pixel près parce que sinon tu te fais toucher et tu perds de la vie et tu meurs très très vite. Et le jeu, ça devient comme un espèce de gros shoot'em up qu'on avait l'habitude de voir il y a quelques temps. Il y en a tout partout dans l'écran, quoi. C'est hallucinant. Et autre petite mécanique qui rend encore plus addict, tu as 2 choses. Tu as des achievements à débloquer. Donc trouver tel objet, faire la combinaison de tel objet, etc. Et la deuxième, c'est justement de pouvoir faire évoluer certaines armes après le niveau 8. Et tu ne peux le faire que si tu as combiné avec une amélioration bien spécifique. Je prends un exemple au hasard. Par exemple, tu as les étoiles de ninja. Et en fait, pour pouvoir l'améliorer au-delà du niveau 8, donc avoir une version évoluée, eh ben, il faut que tu chopes le petit item qui te donne de la luck, donc le trèfle à 4 feuilles. Et en fait, ce genre de truc, c'est, tu te dis, ok, cette run, je vais essayer de faire une évolution. Donc voilà, t'y arrives pas, c'est compliqué. Après, tu recommences, t'y arrives, puis après, tu fais, ok, là, cette fois-ci, je vais essayer d'avoir toutes mes armes évoluées. Donc tu recommences ta run, et puis quand tu l'as réussi, t'es hyper content, t'as les yeux défoncés, t'es éclaté, mais tu t'es amusé.
et tu fais ok, c'est quoi le prochain achievement? Ah ouais, faut combiner les 2 pigeons pour avoir un super pigeon de ouf qui va envoyer des missiles partout avec un bruit de ouf arc-en-ciel. Et celle-là, elle est super dure à avoir. Et donc, tu relances des runs comme ça. Et en fait, le jeu ne te déçoit jamais parce que de toute façon, il est très simple. Son game design est très bien foutu. En fait, c'est malgré la simplicité du jeu, en fait, le truc est bien foutu. Les vagues sont intéressantes. Voilà. Et encore un tout petit truc, tu vois, qui fait que c'est un jeu incroyable, c'est que j'ai parlé quand tu tues des boss ou des élites, tu débloques des coffres. Et en fait, les coffres, c'est soit un item, soit 3, soit 5. Et en fait, tu as une petite musique avec les items qui défilent. Et en fait, le truc, c'est complètement con. C'est vraiment comme quand tu étais gamin et que tu avais des sons 8 bits. Et en fait, la musique, tu l'écoutes comme ça. Et la dernière fois, je jouais avec mon fils, on regardait ensemble. Et en fait, on s'arrêtait à chaque coffre et on donnait la tête tellement on kiffait la musique. Et c'est que ce genre de truc-là. Donc, c'est vraiment, voilà, c'est juste, je sais pas comment dire, c'est du plaisir en barre, quoi. C'est ta petite dose de gameplay complètement frénétique. Et voilà, ça coûte 2,39 €. Ça s'appelle Vampire Survivor et c'est sur Steam. Et c'est sur aussi navigateur. Voilà, je mettrai le lien dans la description. Et je pense que ça va sortir aussi sûrement sur Twitch plus tard parce que vu le succès qu'il a, je pense qu'il va aller porter ce jeu un peu plus loin. Et le mec, du coup, fait aussi énormément d'updates. Là, il y en a à peu près tous les 2-3 jours, à peu près, si je me souviens bien. Donc, il est à fond, le jeu évolue, il rajoute des trucs, il rééquilibre, il corrige des bugs, etc., quoi. Voilà. Et les runs sont timés, du coup, je suppose. Les runs sont timés. Je prends une run, par exemple, dans la forêt, toutes les 5 minutes, en fait, tu vas avoir un boss. Tu vas avoir des plantes carnivores qui se rapprochent de toi, qui forment un cercle et qui va venir t'attaquer. Donc tu sais que toutes les 5 minutes, tu vas avoir ce boss-là et que tu vas être enfermé dans un cercle de plantes. Puis après, tu sais que souvent, la minute qui suit ce boss-là, tu as des trucs qui arrivent, genre la 11e minute sur la forêt, c'est un truc super dur. Enfin, c'est un truc où tu as plein d'ennemis partout. Puis la 13e minute dans la bibliothèque, c'est très compliqué. Enfin, voilà, quand tu commences en fait, tu l'apprends très vite le jeu, hein. Mais quand tu commences à avoir les timings, tu sais qu'il y a certains timings, si t'as pas réussi à faire évoluer une arme ou si t'as pas réussi à avoir une certaine combinaison, tu vas peut-être pas finir la run et tu vas te faire défoncer parce que le jeu est très punitif à ce niveau-là, quoi. D'accord. Et genre et tu disais, ouais, donc en fait, vu que c'est du pur directionnel, genre tout ce qui est cooldown de skill que tu peux utiliser, c'est des trucs qui sont en fait qui se lancent automatiquement et après tu as ton CD et tu dois attendre. C'est ça se lance automatiquement et tu as un CD qui n'est pas marqué. Mais en fait, c'est ça qui fait la force de ce genre de jeu aussi, c'est que à un moment donné, tu vas connaître les timings de tes armes. Et le timing de ton arme, elle est hyper importante parce que quand tu as des marées d'ennemis, il faut que tu saches à quel moment il faut que tu t'arrêtes, par exemple, pour tuer cet ennemi, pour pouvoir continuer à avancer de quelques pixels, etc. Par exemple, je prends un exemple, tu as la boule de feu quand tu l'augmentes vraiment au très haut niveau et quand tu la fais évoluer, elle va t'ouvrir en fait un couloir à travers des ennemis. Donc en fait, il faut que tu attendes de voir où est-ce que les boules vont pour pouvoir t'introduire dans le couloir, pour pouvoir être à peu près safe et attendre un peu, revoir en fait comment ça avance. Donc c'est ouf en fait, c'est hyper addictif parce que t'es complètement concentré sur le jeu, il y a plus rien qui existe autour. J'ai l'impression que tout le monde s'accorde à dire la même chose parce qu'il y a vraiment, enfin tout le monde en parle comme si c'était un truc hyper frenzy où en fait tu commences à jouer, ça paye pas de mine et en fait tout le monde, tout le monde continue, genre mais vraiment sans savoir pourquoi, mais voilà, c'est hypnotique, c'est voilà, c'est ça. Zef, t'avais l'air de savoir de quoi il s'agissait parce que je crois que c'était ton second choix de chronique. Je suis à la page, je suis Bah oui, non, mais c'est bien. Au moins, vous êtes tous d'accord. Non, mais j'avais juste une question. C'est quoi les étoiles de ninja? Parce qu'en fait, je vois pas de quoi tu parles quand tu parles de ça. C'est des étoiles qui se lancent au-dessus de toi et qui retombent. Ah, les boomerangs. Ah, ils appellent ça les boomerangs? C'est des boomerangs. Ah, mais c'est des étoiles pourtant. Et ça fait tchic 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 tchic. Oui, mais c'est des boomerangs. En fait, t'as pas cité la référence qui fait ce jeu, c'est Castlevania. Si, je l'ai dit au début. Mais en fait, tout vient du jeu Castlevania à la base sur le fait que ce soit Belmont qui vient se taper contre des vampires avec un fouet.
et tout le reste est derrière, et toutes les armes qui sont dedans en fait viennent du jeu de Castlevania à la Ouais, base. moi je me rappelle Et pas en assez. fait, ça c'est les boomerangs, les trucs dans Super Castlevania 4. Tu l'avais. D'accord. D'accord, je comprenais pas du coup ce que tu disais quand on était au Ninja. Pardon. Mais ok, d'accord. Oui. Que dire, bah, je suis à 17 heures de jeu Et tu dessus. l'as acheté quand? Et je l'ai acheté Ok, lundi. ça va. Et donc il y a 4 jours. Et je suis. Bah, j'ai fini tout XQC. Là, il me manque un seul XQC à faire, qui est les 5000 gold. En vrai, je ne l'ai pas trouvé si difficile. Enfin, au niveau timing, donc tu parlais et tout ça, en fait, je me suis pas penché autant que toi là-dessus. J'ai l'impression d'avoir peut-être loupé un truc. Mais dans l'idée, c'est un jeu excellent, quoi. J'ai pas non plus des explosions de sprites. Je sais pas si j'ai mes options sont peut-être pas réglées d'origine ou un truc comme ça. Mais je le trouve assez lisible en vrai là-dessus. Et je sais pas quoi dire d'autre, c'est un super jeu, je me suis éclaté dessus. Là, je pense que je vais arrêter de jouer maintenant que j'ai quasi tout fait. Mais effectivement, le côté. Il y a un côté très cathartique en fait de venir éclater des hordes d'ennemis quand on est un peu surpuissant sur la fin. Et de casser le jeu, entre guillemets, parce que bah, il est obligé de tout Ouais. tuer quand il s'arrête, quoi. Donc c'est cool, en vrai. Ouais. Mais c'est vrai, t'as raison, c'est casser le jeu, quoi. C'est vrai que quand tu commences à comprendre en fait les évolutions des armes et qu'à la fin tu finis avec 4 évolutions, t'es un peu invincible. Mais du coup, il y a quand même il y a une satisfaction à ça en fait. Le fait de Ouais, tuer. en fait, c'est pas. Je trouve que il y a deux façons il y a deux temps dans le jeu. Il y a le jeu début où tu commences à comprendre par toi-même des trucs et t'es un peu perdu et tu sais pas comment t'as eu une évolution du couteau au début. Tu fais ok, je sais pas ce que j'ai fait de plus et voilà. Et quand tu comprends que c'est un combo d'objets, en fait, bah, il suffit, tu vas faire 2-3 runs à essayer de les trouver. Et derrière, tu enchaînes assez facilement le jeu. Et là, tu passes dans la seconde phase qui te dit, ok, bah, je vais le finir maintenant. Euh, et en fait, il me faisait vachement penser à Kung Fury, le jeu. Je sais pas si vous l'aviez fait sur Steam aussi. Non. Il était gratuit, je crois, ce jeu. C'est un jeu pareil, un peu en sprite, un peu à la con, où tu faisais que bouger. En fait, tu avais un personnage au milieu de l'écran qui se battait. Ça venait d'une débilité internet à la base. Kung Fury, je vous enverrai le lien si vous voulez. Ça vient du. Et en fait, ça vient Oui, du film. ouais. Enfin, du Ouais, petit film. ouais. ah oui, il y a un film, c'est ça. Ouais. C'est Oui. Et il y avait un c'est jeu ça. dedans. Ouais. Ouais, c'est ça. Et en fait, du coup, tu as un personnage qui ne bouge pas et tu as des vagues d'ennemis qui viennent de gauche et droite. Et tout ce que tu dois faire, c'est te tourner à gauche ou à droite pour mettre un coup à l'ennemi en fait et le tuer. Et du coup, c'est un jeu de réflexe. Au bout d'un moment, tu fais gauche, droite, gauche, droite, gauche, gauche, droite, 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 gauche, 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 gauche. Et en fait, tu enchaînes. C'est extrêmement dans le même type de jeu. C'est visuellement très simple. Gameplay ultra simple, ultra complexe à maîtriser. Et pareil, une fois que tu commences à passer dans la seconde phase du jeu, tu t'éclates vraiment fort et tu te sens surpuissant quoi qu'il arrive, alors que tu es juste en train d'appuyer sur 4 Ouais, c'est ça. Bah, t'as ce côté, genre, t'as une première phase d'apprentissage où c'est de l'endurance, quoi, où tu te fais mal à chaque fois parce que Ouais. c'est ultra frustrant, mais une fois passé ce cap-là, après tu commences à apprécier la méca du jeu. Mais c'est typiquement le genre de jeu qui me fait rager, c'est horrible parce que j'ai aucune patience là-dessus. Je prends pas plaisir à apprendre de mes erreurs. C'est un truc, ça, ouais, j'ai du mal avec ça. Et pourtant, c'est contradictoire parce que tu as énormément de jeux qui se basent sur ça, et tous les jeux compètes auxquels je joue, ils demandent de l'apprentissage, mais c'est juste que ouais, je trouve ça plus violent dans un hack and slash où c'est ultra punitif plutôt que dans d'autres. Ouais, mais je sais pas, t'en veux pas trop au jeu en fait. Ouais. Tu lui ouais, parce qu'en fait, dès le début, en fait, tu comprends que le jeu est comme ça et qu'il faut pas toucher les ennemis et qu'à un moment donné, le jeu va un peu tricher, entre guillemets, et va t'avoir, quoi. Mais du coup, tu repars, quoi, parce que ça dure pas longtemps. C'est tellement facile à prendre en main, tu vois, je sais, moi, j'ai pas du tout ressenti ce côté punitif, mais je sais pas, c'est un jeu qui te pousse au tryhard assez naturellement, quoi. Et... Ouais, il est pas punitif du tout, je trouve même. Il a un côté. Non, les ennemis sont En vrai, punitifs, en fait. tu meurs pas vite en fait. Quoi qu'il arrive, tu meurs pas vite. Bah, T'es obligé de passer les 12-13 premières Ah minutes du jeu, non, en ça fait. dépend avec quel perso, de ouf.
Excuse-moi. Alors, moi, je me souviens pas avoir fait de moins de 10 minutes dès le début, en fait. Attends, quand t'as le vieux avec le pigeon, franchement, le début, c'est compliqué, quoi. Parce que tu prends pas d'XP, donc t'arrives pas à l'évoluer, c'est compliqué. Je te parlais avec le perso de base. Ah oui, le perso de base, oui. Après, j'ai pas joué tous les persos. Ouais, j'ai trouvé un perso qui me plaisait et j'ai commencé à skipper ce perso-là. T'as d'autres persos qui ont, eux, leurs compétences. Ok. Ouais, tu peux débloquer des persos qui commencent avec d'autres stats et d'autres armes différentes et qui vont avoir une arme différente de base, clairement. Mais il y a aucun achievement là-dessus, donc en vrai, si, y en a. Je me suis pas concentré dessus. Non, il y en a pas. C'est caché. Ils sont cachés. Il y en a qui débloquent des persos. Sur les 40 succès en cours. Hein. Je crois que ça, il y en a qui débloquent un perso ou des trucs comme ça. Et je crois que pour avoir le Super Pichon, là, Super Pichoun, le pigeon fusionné, c'est très difficile de pas le faire en commençant par celui qui a déjà le pigeon noir, quoi. Enfin bref. Je l'ai fait. Du coup, je sais pas. Enfin je bref. me rends pas compte. Parce que le pigeon noir, je l'ai eu en évoluant le pigeon blanc au max. Ah oui, d'accord. Et du coup, il me l'a donné dans mon inventaire, dans mes propositions sur les autres persos. Donc, j'ai joué que 3 persos dans le jeu, en fait. Donc je m'en rappelle. Affaire à suivre. Et toi, Ellie, est-ce que c'est le genre de jeu qui te botterait, du coup? Bah ouais, mais c'est le genre de jeu un peu dangereux pour moi, en fait. Parce que... alors déjà que j'ai du mal à m'arrêter quand il faut faire un platine. Donc si je me mets dans un jeu comme ça, je pense que... Parce qu'à un moment, Ketrus a dit oui, je pensais jouer 2-3 heures. En fait, tu te rends compte que t'as fait quand même pas mal de... t'as passé pas mal de temps dessus. Mais en vrai, ça me botte, hein, mais ouais, faudrait que j'y joue que les week-ends, en fait. Tu te mets une alarme et tu te dis, ok, là, Voilà. je joue 2 heures et dès que l'alarme sonne, tu t'arrêtes direct. Ah ouais, non, mais il va falloir que je le fasse, ça sincèrement. coûte 2,39 € et c'est une run dure 30 minutes maximum, ça va, tu risques rien. Vas-y. Mais si genre, je te partage ma bibliothèque Steam, en termes de Ah là là, mon Dieu. Parce que Zef a l'air de dire que lui, il a pas, enfin sur les persos de base, il a pas trop galéré, mais en termes de difficulté, moi je me demande combien de runs tu fais de moins de 10 minutes avant de... Pas beaucoup, t'en fais au début, mais après tu piges vite le truc en fait. Et t'as des items aussi qui sont beaucoup plus safe sur les débuts de run et qui te rapportent beaucoup plus d'XP facilement. Et voilà. En fait, après, c'est si tu veux te lancer des défis, en fait, tu commences avec des persos qui sont un peu hoche, dans des zones hoche en hardcore par exemple, et là c'est un peu plus chaud, mais voilà, en fait, c'est juste tu te dis tiens, vas-y, j'essaie de faire cette run là avec ce perso là dans ce tel environnement, et en prenant pas le garlic par exemple, qui est un item qui est assez facile au début. Enfin, tu peux te faire des trucs comme ça, quoi, mais voilà, c'est. Enfin, le jeu peut se faire aborder, et puis de toute façon, même de tous les côtés, et puis de toute façon, même si tu joues 2 heures, tu vois, c'est pas très cher, et ça reste un jeu sympa, quoi, tu vois. Ok. Donc voilà, puis faut voir comment il va faire évoluer le jeu. Oui. Bah écoute, ça fera peut-être partie d'une chronique bis ou d'un coup de cœur sur les prochains épisodes. Mais merci en tout cas de nous avoir parlé de Vampire Survivor. Du coup, c'est sorti en décembre 2021. Ça a été développé par Poncle, alias... non, c'est Luca Galente, alias Poncle. Et dispo sur PC. Et alors, j'ai vu une version mobile, mais alors je sais pas trop si c'est vraiment le cas. Je crois qu'il y avait des problèmes de performance sur les versions mobiles, mais ça devrait sortir vite, je crois. Okay. Sinon, gratuitement sur navigateur. Ouais, voilà. Mais de toute façon, on vous filera tous les liens en description et comme ça, vous pourrez regarder par vous-même. Mais en tout cas, sur Steam, c'est dispo à 2,50 €. Alors pour ceux qui ont écouté l'épisode précédent du Contrecast, donc l'épisode 36, j'avais fait une intro en disant que Mass Midnight faisait partie des séries que j'avais pas partagé à Zef au moment où je l'ai découvert. Et cette fois-ci, je me suis rattrapée et genre vraiment, là, j'ai pas manqué le coche, tu vois. C'est le premier à qui j'en ai parlé et à qui j'ai envoyé un message en disant vas-y, regarde, j'ai regardé un épisode, regarde, ça risque de t'intéresser. Est-ce que tu nous parlerais pas d'Archive 81, Zef ?
Bah, ça tombe bien, c'est exactement ce dont je voulais parler ce soir. Donc, franchement, bravo. Si Archive 81 pour les puristes. Alors effectivement, ça a commencé avec Anya qui m'envoie un message sur Slack qui me dit « Hey, t'es le premier à qui j'en parle, regarde ça ». S'en est suivi une longue conversation de putain, c'est trop bien, regarde, putain, mais cet épisode, oh, cette fin d'épisode, oh là là, c'est ouf ». Et voilà. Et c'était vraiment une expérience assez folle. Donc Archive 81, c'est une série qu'on trouve sur Netflix. Elle est classée en horreur, ce dont je ne suis pas vraiment d'accord. Je mettrais plus un thriller suspense en vrai. Fantastique éventuellement. On y retrouve. Alors, elle est dirigée par Rebecca Sonnenschein. Je sais pas qui c'est en vrai. Elle a pas beaucoup de trucs à son actif. Je pensais que c'était une grande réal ou un truc comme ça. C'est une série en 8 épisodes, si je ne sais pas de conneries, 8 épisodes, qui est à la base basé sur un podcast qui est sorti en 2016, mais je vais y revenir. Il n'y a qu'une saison pour le moment, il est très probable, voire impossible qu'il n'y ait pas de saison 2 aujourd'hui prévue et commencée, je crois même qu'elle est déjà prévue. Elle a été donc lancée le 14 janvier 2022 sur Netflix. Donc Archive 81, c'est quoi ? On y suit un gars qui s'appelle Dan Turner, qui est dans sa vie considéré par ses proches et son boss, enfin sa boss, comme un expert de c'est pas de la reconstitution, mais il répare, La restauration. Il restaure des cassettes vidéo, des cassettes VHS, des cassettes de bande, de la bande audio, des photos, des trucs comme ça. En fait, il est vraiment, il est balèze là-dedans. Et du coup, on le découvre au début en train de faire un peu son montage là-dessus, livrer une cassette qui a été brûlée, je crois, à sa boss. Elle le remercie, machin, et elle l'envoie, parce que le mec est un peu en freelance, elle l'envoie vers un mec qui s'appelle Alexander Davenport, qui est le patron d'une société qui est assez cachée, ou qui communique très peu sur elle de manière générale. C'est d'ailleurs assez amusant parce que le premier échange qu'il y a entre Davenport et Daniel, c'est ça, c'est le secret. Daniel arrive en disant vous faites quoi ici, parce qu'en vrai on m'a dit de venir vous voir, mais j'ai rien trouvé sur la société. Et Davenport lui répond moi j'ai rien trouvé sur vous. Et il dit ouais, je mets un énorme prix sur tout ce qui est à ma vie privée. Et Davenport lui répond nous c'est pareil pour notre société. Donc du coup il y a un côté très déjà caché. On sent que les gens ont un passif. La société Davenport, on sent que Daniel a aussi un passif avec des choses. Et voilà. Et le gars va l'embaucher. Davenport embauche notre héros pour restaurer un certain nombre de cassettes VHS. Alors, c'est pas des cassettes VHS, j'ai plus le format spécifique de la caméra qui a été utilisée en plein milieu des années 90 à New York. Mais voilà, c'est des cassettes vidéo qui ont été retrouvées dans un immeuble qui a pris feu. Et Davenport souhaite savoir ce qu'il y a sur ces cassettes et que Daniel fasse sa magie pour les restaurer et les regarder et au passage uploader ça directement dans un hard drive, enfin un serveur qui est sur le net pour faire en sorte que Davenport puisse avoir les images en direct. Les seules consignes au-delà de ça, qui sont assez dur à vivre, je pense, c'est les cassettes sont tellement fragiles qu'on ne souhaite pas les déplacer, donc elles sont dans un bâtiment, un immeuble, on va dire une résidence secondaire perdue en plein milieu des bois, genre il y a zéro réseau évidemment. C'est un bâtiment qui est très architectural mais vraiment bizarre, genre c'est que du béton, il n'a pas été peint, ça fait vraiment bâtiment du deuxième bloc, du bloc est de la guerre froide. C'est assez bizarre, mais en même temps très cool, parce que vraiment, visuellement, le bâtiment est assez bien. Il fait vraiment bâtiment d'architecture, je trouve. Et Daniel sera tout seul le temps de restaurer ses cassettes. C'est-à-dire qu'en fait, il est tout seul dans ce bâtiment. Il n'a pas le droit d'avoir de sortir. Il peut pas inviter des gens. Il doit travailler non-stop jusque-là pour restaurer les cassettes et les uploader au fur et à mesure. Il a des horaires de travail. Au-delà de ses horaires, je veux dire 8-17, il fait ce qu'il veut, mais il doit rester dans le bâtiment.
Pour ça, il est payé, je crois, 100 000 ou 200 000 $. Ça va durer un mois de travail, grosso modo, ce qui est assez bien payé, je pense, pour un boulot pareil. Et donc, bon, on passe le côté non, j'accepte pas, et finalement, je vais accepter, sans ça, il n'y aura pas de série. Donc, il accepte, il part dans ce bâtiment. Il a tout le matos qu'il faut autour de lui pour pouvoir restaurer les cassettes, les lire. Enfin, vraiment, il a tout un matos des années 90 qui est assez cool. Et il prend la première cassette et il la restaure. Alors, le travail de restauration, c'est marrant parce qu'il est vachement mis en avant au début, mais finalement, il prend pas tant d'importance que ça dans le futur. C'est juste le fait de regarder les cassettes qui vont être bien sûr le cœur de la série. Il restaure ça, il met la première cassette dans le magnétoscope, il lance le truc, et là, on découvre Melody Pendrass, qui est une femme, enfin une jeune fille qui est à New York, qui lance sa caméra et qui fait un documentaire dans les années 80, en 90, 1994, pardon, sur un bâtiment qui s'appelle le Viseur, qui est un bâtiment de New York. Donc le futur bâtiment, on retrouvera ces cassettes qui a brûlé. Et en fait, son but à elle, avoué, c'est de comprendre d'où vient le bâtiment, comprendre son architecture, savoir qui vit là-dedans et tout ça, parce que ce bâtiment a été construit sur les cendres d'un autre bâtiment sur lequel il y a eu des trucs de sorcières, de machin. Donc voilà, elle veut faire un truc un peu à la projet Blair Witch, grosso modo. Je crois que c'est même cité dedans à un moment en disant c'est pas la, je suis pas la première. Enfin, projet Blair Witch a pas lancé le truc. Il y a d'autres essais avant. Et voilà, donc on la voit entrer dans ce bâtiment qui est vraiment typique américain, visuellement extérieur très stylé, mais à l'intérieur c'est crade as fuck. Ça donne pas envie d'y habiter, ou très peu en tout cas. Elle croise des premiers locataires ou propriétaires d'appartements ici. Enfin, dans le bâtiment, personne lui parle, on l'esquive, mais genre elle n'existe même pas, on la regarde à peine. Et elle tombe sur une gamine qui va l'aider en fait à l'introduire auprès des autres locataires et propriétaires de l'immeuble, qui elle sert de... alors, je connais pas trop le terme en français. En fait, elle se présente en tant que runner, c'est-à-dire qu'en fait, elle va faire les courses pour les habitants des immeubles, de l'immeuble. Si un habitant a besoin, je sais pas, de tous les matins d'avoir ses croissants, bah, c'est elle qui va y aller, et en fait, elle se rémunère là-dessus, et ainsi de suite. En plus, elle est à l'école, bien entendu. Je crois qu'elle a 14 ans. Et du coup, voilà, on la voit faire connaissance avec cette jeune fille. Elle l'interviewe officiellement avec sa caméra, et ainsi de suite. Et donc, il y a une espèce de lien qui se crée entre Daniel qui regarde la caméra de Melody Pendrass et interviewer tout ça. Donc, il y a une espèce d'abîme entre les deux. Et donc la première journée se passe bien, enfin la première cassette se passe bien en tout cas, et à la fin il y a une coupure, comme vous savez, comme les bandes VHS qui se mêlaient, qui faisaient un truc dégueulasse, comme ça à la fin, et d'un seul coup on passe à autre chose, et on sent que cette cassette a été coupée, et que là on est sur la fin en tout cas de l'histoire, parce qu'on voit Melody Pendrass qui est là, qui regarde la caméra et qui dit « Trouve-moi, viens m'aider, où que je sois, trouve-moi, c'est important ». Et là, il y a des infirmiers qui arrivent, qui l'arrêtent, qui lui disent ok, Mélodie, on va arrêter là, c'est bon, éteignez cette caméra, et ainsi de suite. Genre, donc elle se fait arrêter, et on comprend assez vite qu'elle va se faire enfermer dans un asile. Et derrière, en troisième, enfin tout au fond de la caméra, on voit un mec qui est le médecin qui l'a fait arrêter, qui est le père de Dan. Et là, c'est fin de premier épisode, c'est le what the fuck complet. Mais attends, qu'est-ce qui se passe ? 94, on essaie déjà de relier un peu les choses. Dan pète un câble tout de suite, il appelle Davenport en disant comment ça se fait, enfin, c'est quoi le deal, comment vous saviez que mon père était sur ces cassettes. Et là, ça commence à partir en couille. Je vais pas aller trop loin parce que 8 épisodes, ça va super vite. Mais juste pour vous teaser un tout petit peu la suite, c'est pas aussi simple que de regarder des cassettes et comprendre que des histoires étaient mêlées dans les années 94 et maintenant. Ça va bien sûr plus loin. Le mec va commencer aussi bien que Mélodie dans l'immeuble entend des choses. Elle commence à entendre des sons, elle commence à entendre des chants qui traversent les murs. Elle commence à, enfin, elle ouvre la clim et elle entend une résonance comme s'il y avait des chants qui se baladaient. De son côté à lui, Dan va commencer à entendre des choses aussi.
va commencer à voir des choses à travers l'écran, comme si quelqu'un le regardait à l'intérieur de l'écran lorsqu'il y a un fond neigeux. Et tout ça, en fait, commence à prendre vraiment cette ampleur de ok, le bâtiment dans lequel je suis, il n'y a pas que ça, il y a des choses cachées aussi, c'est forcé. Est-ce que je suis surveillé moi-même? Est-ce que, enfin, voilà. Et tout commence à prendre une ampleur assez folle. Et je vais arrêter là parce qu'en vrai, j'ai envie d'en trop en parler, mais je vais vraiment commencer à spoiler là. Donc voilà, ça bute assez fort en termes d'ambiance. J'ai une fin d'épisode 3 qui m'a mis les poils, mais de haut en bas, quoi. Photo à la pluie. J'ai une photo de mon bras qui les poils sont tellement hérissés, quoi. C'est incroyable. Et j'étais pas bien pendant genre 2 ou 3 minutes. Ouf, qu'est-ce qui vient de se passer? Je confirme. C'était assez ouf. Et non, vraiment super série. Une fin qui m'a un peu ouais, bof, quoi. J'étais en mode ouais, dommage. Je comprends pourquoi. On a vraiment des 2 derniers épisodes qui sont un peu en mode on est obligé d'expliquer quand même ce qui se passe parce que le téléspectateur lambda doit comprendre, sans que ça ce serait du mystère sur du mystère, et on n'aime pas trop ça. Donc ça fait des 2 derniers épisodes qui sont un peu trop clean par rapport à ce qu'on a vécu sur les 6 premiers, mais ça passe. On comprend complètement pourquoi c'est fait. Enfin, je comprends pourquoi on fait une réal comme ça. Et une fin qui te laisse un peu en mode ok, on est obligé d'avoir une saison 2. J'ai un peu peur d'un effet un peu Stranger Things, dans le mode on fait une saison 2 parce qu'il en faut une et qu'on a kiffé, et une saison 3 parce que en fait tout le monde a kiffé et on continue. Donc c'est vraiment la peur que j'ai sur ça. Mais les 6 premiers épisodes sont un chef-d'œuvre de réalisation, d'ambiance, de prise de vue. Vraiment, c'est ouf, quoi. Ça m'a rappelé trop de films, de projets YouTube, de trucs qui sont nés en mode je sais pas, on voit le mec un moment en train de téléphoner, il est dehors, il essaie de téléphoner à son pote avec son portable, avec le peu de signal qu'il peut avoir. En fait, il est en train de regarder, enfin, il est face caméra, et en fait, il se tourne à un moment, on voit que derrière lui, c'est le vide, il n'y a que la forêt, en fait. Il revient face caméra, 3-4 minutes, il discute, et il se retourne encore une fois, là, on voit quelqu'un derrière lui, en fait, qui est dans le fond, qui est peut-être à 50 mètres de lui, qui est en train de le regarder, et qui s'en va. Et lui, il ne le remarque pas. Et c'est ce genre de petits détails, putain, c'est millimétré. Enfin, je trouve ça trop fort, en fait, visuellement. Alors, c'est pas dur à faire, hein. Je suis pas en train de dire que c'est un chef-d'œuvre là-dessus, mais c'est juste que c'est des petites choses qui vont mettre de l'ambiance au fur et à mesure, en fait. Et c'est vraiment malin, en fait. Ça grimpe comme un escalier, en fait. Toute l'ambiance grimpe comme un escalier. C'est marche après marche, minute après minute, on comprend, on se pose des questions, on voit des choses, on les voit pas, on entend des choses que lui entend pas. C'est vraiment chelou. Et voilà, j'ai kiffé cette série de bout en bout. Je me suis retenu parfois de ne pas enchaîner les épisodes pour en profiter au maximum. Et voilà. Je vais laisser mes petits camarades en parler vite fait avant de vous parler du podcast que je suis en train d'écouter. Et je suis à l'épisode 5 ou 6, je crois. Je sais plus, quand j'écoute ça quand je cours. Et voilà. J'ai oublié de mettre un disclaimer en disant que, parce que je sais qu'il y a certains patriotes qui n'étaient pas ravis qu'on parle trop des épisodes en détail, mais en même temps c'est ce qui fait qu'on s'y intéresse, donc voilà, je mets un gros disclaimer mais un peu en retard sur le fait que vous serez potentiellement spoilés sur certains éléments, mais ouais, moi j'ai eu... Là, ça va. Là ça va, ouais, peut-être. Ouais, mais il y a... Ouais, c'est comme si on peut dire, on parler d'une série sans dire qu'on ne veut pas spoiler. Raconter le premier épisode, c'est pas spoiler. Non, mais le niveau de spoil, je suis pas en train de vous dire qu'il meurt à la fin, ça va. Il meurt pas à la fin. On sait pas. Enfin, bref, peut-être. Il se marie pas. Ouais, faites pas comme les autres en train de. Mais ouais. Bah franchement, dès le premier épisode, c'est pareil, moi j'ai été ultra happée, mais j'ai pas eu la même patience, c'est-à-dire que j'ai tout binge-watché en approximativement 3 jours, parce que je pense que le dernier jour le troisième jour, j'ai enchaîné quasiment toute la fin de la saison. C'était horrible. Et c'est marrant parce que je suis vraiment tombée dessus un peu par hasard. Je savais pas trop quoi en penser. Juste pour anecdote, du coup, la réal, elle a pas fait grand chose en termes de réal, mais par contre, elle a été scénariste sur The Boys.
et sur Ah, c'est Vampire ça, voilà. Diaries, Ouais. pour ceux qui ont regardé ça. Euh, et pareil, alors il y a deux acteurs principaux. Il y a Mamoudou Ati, alors pour le coup que je ne connaissais pas vraiment parce que même en regardant sa filmographie, j'ai pas forcément regardé les trucs dans lesquels il a joué. Mais par contre, il y a Dina Chiabi qui a par exemple joué dans Rami ou Altered Carbone. Ouais. Ah, Et oui, maintenant, je viens de, tu vois, et en fait, en cherchant, je viens de remettre un visage à ce personnage. Euh, Mais Mamadou Ati, il mais est ouais, ouf. Hein. Enfin, Mamadou Il est vraiment, Ati, incroyable. Ouais. vraiment putain d'acteur dedans. Ouais. grosse Vraiment, il est ouf. découverte et vraiment une gueule et une prestance vraiment incroyable dans Archive. Ouais, grave. Ouais. En fait, pour tout vous dire, je pense que ça a été la première idée de topic, enfin de chronique pour chacun de nous aujourd'hui. Donc Complètement. tout le monde est assez unanime là-dessus. Je vais vous laisser en parler d'abord Cutrus peut-être. Ouais. Bah pareil, c'est une petite claque de ces dernières semaines en fait. Moi j'ai fait comme toi, hein. Je crois que j'ai bingé 6 épisodes en fait. Je me suis couché à 4-5 heures du matin. J'en pouvais plus en fait. Ça m'a complètement capté. Et je rejoins Zef sur la réalisation. Moi c'est vraiment en plus le truc qui m'a tout de suite happé dès les premiers épisodes, dès le premier épisode. Et en particulier, alors les plans sont incroyables, la découpe est géniale, franchement, le directeur de la photo ou la directrice, je sais plus. Bravo, je pense que je vais regarder si cette personne a fait d'autres films parce que c'est magistral. Et un truc qui m'a vraiment capté là-dessus, c'est l'étalonnage et c'est la mise en couleur en fait de toute la série. C'est-à-dire que par exemple, quand tu disais que c'était sale, c'est vrai que l'immeuble est pas très propre, mais en fait c'est pas qu'il est forcément très sale, c'est que tout est glauque et glauque au sens de la couleur. C'est-à-dire que tout est dans un ton vert. Je sais pas si vous avez fait gaffe, mais les habits sont verts. La plupart des pulls du héros sont verts. Les gens s'habillent en vert, l'héroïne aussi s'habille en vert, etc. Et en fait, il y a du vert partout et du glauque partout. Sauf, de temps en temps, il y a des touches rouges dans les habits. Alors des fois, c'est très, comment dire, c'est très ça se voit tout de suite, c'est-à-dire qu'il y a un imperméable rouge qui se voit, voilà, qui te capte l'œil. Mais il y a aussi dans les pulls de certains personnages, ils sont habillés en rouge. Et en fait, j'ai essayé de chercher s'il y avait une symbolique autour de ça. Malheureusement, j'ai pas vraiment trouvé. J'ai une petite idée, mais je suis pas sûr. Et j'en parlerai pas là. Mais et j'ai cherché aussi sur internet s'il y avait une interview de la réalisatrice ou de l'équipe du film qui en parle. Mais c'est, enfin voilà, regardez peut-être, re-regardez des épisodes ou quand vous la regarderez. Peut-être faites attention à ça, mais tout est vert et c'est assez impressionnant. Je sais pas pourquoi. Et il y a très peu de films qui sont étalonnés verts comme ça. Il y a voilà, celui auquel on pense le premier, c'est Matrix, qui alors lui est vert de chez vert. Même les noirs sont verts. Mais dans cette série aussi là, en fait, c'est assez étrange quoi. Et en fait, ça donne un ton lugubre à la série. Ça donne un ton vraiment presque oppressant finalement. Donc voilà, c'est un truc. Et moi, j'aime bien en fait quand dans une série ou un film, il y a ça qui est vraiment pensé. Il y a une vraie, pas une prise de risque, mais en tout cas un message ou quelque chose qui est vraiment comme ça assumé. Ça fait du bien. Bon, bisous à Rodriguez qui réalise les premiers épisodes de Boba Fett et où le mec n'a pas compris ce que c'est un étalonnage d'ailleurs. Et C'est avec ça que- si avec ça, Shot tu l'avais pas compris. fire. Et ouais, et en fait, il y a voilà, tout est génial. En fait, l'histoire est géniale, les acteurs sont super bons, la musique est flippante à souhait. l'ambiance musicale est ouf. C'est incroyable. Moi, j'ai l'impression d'avoir regardé la meilleure adaptation de Lovecraft, de pas Lovecraft en fait quoi. C'est Ouais, ouais, ça, exactement. Ouais. ouais, ça donne envie de faire un petit peu quand même, hein, parce qu'il y a beaucoup d'horreurs suggérées. Il y a ah putain, on peut pas en parler parce que ça spoil, Ouais, on va non, se faire non, non. engueuler. Mais bon, il y a une histoire de ouais. Non, si, je remettais un truc en contexte. Tu vois, ça retranscrit cette ambiance-là, en fait, un peu, quoi, clairement. dans le contemporain, quoi. Et puis les intrications des intrigues, la façon dont on te le révèle et tout ça, enfin, c'est vraiment génial, quoi. Et moi, la fin m'a pas trop déçu. Je m'attendais à une fin un peu comme ça, et je pense que c'est très dur de finir une série comme ça. Ah oui, non, mais autrement, c'est pour ça que je le dis, je comprends pourquoi on arrive sur ça.
moi, je suis déçu parce que j'aurais voulu que ça continue comme ça et j'aime bien les séries où tu comprends pas en fait, où t'as pas besoin de Oui. comprendre les choses. Ouais. Je suis un grand défenseur des assumer son propos jusqu'au bout parce que il faut le faire à mon sens et pas perdre sa narration plutôt que essayer de faire comprendre aux gens pourquoi ça s'est passé comme ça. Ouais. Mais Je vois très bien ce que tu veux dire, ouais. Mais allez-y, hein, foncez, c'est super. Et effectivement, c'est pas de l'horreur, mais il y a des frissons des fois. Moi, j'ai eu le frisson qui est parti des orteils jusque derrière la nuque, sûrement à la fin de l'épisode 3 d'ailleurs. Mais Mais moi, c'est marrant parce t'as qu'il ton y a petit- vraiment un truc qui m'a fait tilter sur cette série, bien avant la photographie, l'imagerie, c'est c'est le son. Et en fait, à plein de moments, tu as des trucs ultra crades ou de sons qui se mettent en route sur des moments assez genre pic, quoi. Et, euh, et c'est pareil, Zef qui mentionnait ça, t'as des chants que Mélanie Pandras entend dans le fond et tout. Et ça, en fait, c'est bizarre parce que le dernier truc qui m'a fait ça, c'est Senua en termes de jeux vidéo. Ah oui, oui. Et c'est cette ambiance où tu comprends rien en fait. Il y a ton cerveau qui est en train d'essayer de traduire un truc qui est pas traduisable et ça vient encrasser tout. Ouais, en fait, ça vient encrasser tes tympans et j'en suis venue à un point où vraiment, au bout du 6e épisode, le soir, parce qu'en plus je regardais ça genre, tu vois, à la sortie du taf en fin de journée dans ma soirée quoi. Le soir en me couchant, j'avais le son en tête et du coup je me mettais à Hmm. chantonner en fait le truc. T'avais de la moisissure dans Et les oreilles ou pas? je pense que j'avais très certainement de la moisissure partout. Et je pense que si, Ah, là, si je déplace les meubles, c'est sûr quoi. Mais, c'est foutu, ouais. mais ouais, ça m'a fait. Il n'y a pas beaucoup de choses qui me font cet effet-là. Mais ouais, ça m'a vachement marqué. Je sais pas, toi, Ellie, je sais que tu as commencé à regarder, est-ce que. Ouais, bah en fait j'ai commencé mais j'ai pas terminé. Je crois que je suis à l'épisode 3, justement. Et bah en fait c'est un peu comme Arcane. Je me suis dit, bon, bah je vais temporiser un petit peu. Mais je pense que je vais... Parce que j'étais très occupée par le platine de Tales of Arise aussi, faut le dire. Mais du coup, là que maintenant que j'ai platiné, je vais pouvoir faire ça ce week-end et... Bah en fait déjà l'intrigue ça me rappelle un peu parce que j'adore écouter des podcasts québécois sur les sectes et tout. Ça me rappelle une grande secte qui avait tué beaucoup de monde au Japon. Et en fait, parce qu'après c'est écrit dans l'intrigue hein, que ça parlait de secte, hein, donc je spoil rien du tout. Mais du coup, ouais, je me suis dit, purée, un mélange de Blair Witch avec sous fond d'histoire de secte, etc. C'est un bon mélange. Et c'est un peu, enfin, je dis pas rafraîchissant, mais j'étais en galère de trouver une série pour laquelle j'accroche. Et là, franchement, bah, j'ai hâte de voir la suite, quoi. Et après, vous m'avez rassurée parce que je me dis, bon, bah, je vais quand même continuer. Là, ça vaut la peine, quoi. C'est ça que je veux Ouais, dire. ouais. Ouais, si, ça vaut la peine. Et même si, ouais, je pense que c'est pas une fin facile, mais c'est une fin logique. Euh, et malgré tout, voilà, tu termines pas sur une mauvaise note et ouais, c'est marrant parce que je m'attendais vraiment à rien et en fait, je m'en suis pris plein la gueule, vraiment. Hmm. Donc ouais, je suis assez contente. Je suis pas sûre que ça fait partie de. Je sais pas encore en fait si ça fera partie de mon top en termes de série pour cette année, mais en tout cas c'est un gros truc et ouais, c'est pas de l'horreur. Je pense qu'il y a peut-être 2 épisodes qui sont de l'ordre de l'horreur et encore quoi. Euh, mais c'est plus du thriller, de l'ambiance un peu glauque, mais voilà, ça va pas plus loin, quoi, en tout cas. Ouais, ouais. Ouais, clairement. Du coup, pour finir sur ça et sur donc l'origine de cette série, donc Archive 80, c'est un podcast édité par Dead Signals. Je sais pas si
Sierra. Je me souviens plus du nom du podcast dans le film, Ah, dans la série, mais je crois pas que ce soit ça. Je crois que c'est Otherworld. ou un non, truc c'est comme Mysteries, non? Ou un truc comme ça. ça. Ouais, ou un truc du genre, effectivement. Alors, on y retrouve les personnages principaux. On a bien Dan, on a bien Melody Pendergrass, Davenport et Mark, donc, qui est le meilleur pote de Dan dans la série. Sauf que là, en fait, il y a une fausse mise en abîme du truc. Là, on est en train, en fait, tout est à l'audio, évidemment, parce que c'est un podcast. Et en fait, Dan est bien embauché pour faire un travail d'écoute uniquement. Il n'y a pas de vidéo. Il n'est pas restaurateur de quoi que ce soit. Et il est ni serveur, là ou pas. Et du coup, il est aussi il est là pour écouter des cassettes uniquement. Les cassettes de Melody Pendergrass. Le seul truc, c'est que en fait, on écoute Mark écouter ses cassettes. Et en fait, Mark a retrouvé ses cassettes. Dan a disparu. Il sait pas où il est. Et en fait, il dit si vous avez la moindre info sur mon pote Dan, envoyez-moi un email à archive81@gmail.com ou allez me laisser un commentaire sur iTunes, ce machin et tout. Donc, il essaye de trouver un moyen, entre guillemets, de promouvoir le truc en même temps que de mettre en scène sa propre recherche. Donc, c'est assez marrant. Et donc, on suit Daniel en train d'écouter les cassettes de Melody Pendergrass. Et les épisodes sont très courts, ils sont entre 15 et 16 minutes à chaque fois. On a quand même le cœur du sujet, c'est toujours le visseur, c'est toujours elle va toujours interviewer des personnes dans l'immeuble. Il se passe certaines choses qui sont un peu différentes, voire complètement différentes, mais surtout on a plein de trucs qui sortent de contexte. C'est-à-dire qu'en fait, on a à un moment une personne qui est en train d'écouter, d'espionner des gens dans l'immeuble. C'est pas Melody Pendergrass, on sait pas qui c'est, il n'y a pas de rapport avec le reste, mais ça vient dans l'histoire. Il y a cet effet aussi parfois de petites pubs qui sont insérées, qui durent 3 ou 4 minutes, qui parlent d'un produit des années 90 ou d'un truc qui n'a rien à voir avec la choucroute, mais qui est là quand même. Comme Et qu'on comme les... retrouve dans la Ouais. série en mode preview. C'est-à-dire, le début de la série, très souvent, vous allez avoir, avant le titre et le générique de début, on va avoir un petit truc sur cassette qui date des années 90 et qui a pas de rapport avec l'histoire, mais qui est là quand même et qui va parfois indiquer des choses. Il faut retirer un truc pour comprendre pourquoi ça a été vu, et ainsi de suite. Et là, c'est un peu le même effet. Et donc, du coup, je trouve qu'ils ont bien travaillé le matériel de base pour le remettre en visuel. Je pense juste qu'ils l'ont un peu trop surcoté en fait dans la série sur certains aspects, mais c'est pas très grave parce que le podcast, du coup, il est un peu en dessous de ce que j'attendais. Et voilà, et je trouve que sur un truc où on est que à l'audio, le gars a réussi à faire un échange vocal permanent avec tout et n'importe quoi. C'est en fait, le gars, il pourrait très bien se parler à lui-même et écouter les cassettes, et on les écoute et ensuite il commente pour lui-même. Mais en fait, ils arrivent toujours à trouver un truc pour qu'il y ait quelqu'un à qui parler malgré la distance. Donc ça, c'est assez bien fait, je trouve. Et le truc qui change et que je trouve intéressant, mais qu'on retrouve aussi un peu dans la série, dans le sens il est toujours surveillé, c'est que dans le podcast, en fait, il signe un accord pour dire vous devez vous enregistrer vous-même 24 heures sur 24 à l'audio. Il a toujours sur lui un truc qui l'enregistre, un micro qui va enregistrer tous ses faits et gestes et tout ce qu'il dit et tout ce qui se passe autour de lui pendant 24 heures sur 24 à chaque fois qu'il bosse. Donc c'est intéressant. Le podcast, c'est vraiment cool. Vraiment, je le conseille. Il a un effet sonore assez cool. Il est de bonne prod et il y a 3 saisons dessus, donc je pense que ça donne le ton pour la suite, quoi. Ouais, je pense que j'irai voir ça de mon côté. Ouais, Qu'en anglais, bien sûr. Cela va de soi. Mais voilà, en tout cas, foncez-y. Je pense que si on avait pu faire une chronique à 4, on l'aurait fait parce qu'on est assez unanime là-dessus. Mais en tout cas, Archive 81, c'est sorti en janvier 2022 en 8 épisodes. C'est produit par Rebecca Sonnenschein et c'est du coup dispo sur Netflix. Juste petit récap
des chroniques. Du coup, Ailey nous a parlé de Devilman Crybaby, Cutrus de Vampire Survivors et Zeph de Archive 81. Bien entendu, vous aurez tous les liens, toutes les références de nos chroniques en description du podcast et de cet épisode. Et on va juste faire un petit virage du coup sur les coups de cœur de chacun. Et je vous propose qu'on démarre par le sens inverse, comme d'habitude, des chroniques. Du coup, Zeph, est-ce que tu as un coup de cœur à nous partager ? Bah écoute, j'en ai un, mais c'est chelou parce que je pense que vous allez vous moquer. Je le dis et moquez-vous, c'est pas grave. Je suis très en retard sur la technologie générale et même si on l'utilise beaucoup au boulot, je suis tombé mais vraiment dans un vortex de Notion, Ah oui. l'application web, l'application Notion quoi, de trucs. Et en vrai là, ça fait 2 semaines que je suis en mode perso à faire mon propre dashboard de Notion, à regarder des vidéos partout. À m'inscrire sur des trucs pour apprendre et tout. Et tu vois, on l'utilisait au boulot et je comprenais l'objet et je voyais sa puissance. Mais putain, quand tu commences à faire tes propres trucs, oh mon dieu, la puissance de l'outil, quoi, c'est monstrueux. Et je suis en mode assez fou furieux en ce moment. Je pense pas que j'ai un niveau de ouf, donc je suis encore très dans l'exploitation basique du truc, mais putain, quand tu commences à comprendre les databases et les liens entre les pages sur les mêmes databases, ça devient monstrueux. Et là, tu t'amuses vraiment à faire des dashboards et des pages pour tes projets, pour tes trucs, de tout et n'importe quoi, les dépenses, les budgets, j'ai trop de trucs dessus en ce moment. Et du coup, je reconfigure tout sur ça. J'utilise quasi plus Google Drive, à part, enfin, j'utilise que ça. Et c'est vraiment, voilà, je kiffe de ouf, voilà. Ouais, je savais pas. Alors, moi non plus, hein, franchement, pour le coup, pas du tout. Je le connaissais pas du tout. Ou peut-être que je connaissais le logo, parce que en voyant le logo, je me dis que je connaissais. Mais je savais pas du tout ce que c'était. Et je sais pas, peut-être que c'est parce que j'ai pas un usage ultra fréquent non plus de tous les outils Google. Ça a l'air cool, en tout cas. Le fait est que c'est collaboratif et que ça c'est quand même pas mal. On tend de plus en plus vers ce genre de soft. Mais ouais, je sais pas si vous en avez déjà entendu parler, Heidi Cutrus. Ouais, Ouais, c'est. vas-y. Pardon. Non, vas-y. Je l'ai utilisé, mais pas, je pense, à 1%, quoi. C'était pour un projet, mais un projet perso. Donc, du coup, pas dans le cadre du travail, mais effectivement, j'en ai entendu que du bien autour de moi. Donc, peut-être que. Bah, là, je vais changer de boulot. Peut-être que là où je vais aller, on va peut-être l'utiliser. Je sais pas trop, mais oui. Du coup, j'en ai entendu parler. Et toi, Cutrus, du coup? Ouais, j'ai testé un peu. Le problème, c'est que c'est le genre d'outil, j'arrive pas à m'en servir, pas à m'y tenir en fait, tu vois, Ouais, c'est pas... à le faire quotidiennement. Je trouve que c'est parfait. Enfin, ça te correspond trop, Zef. Ça m'étonne pas que tu sois tombé dedans, vraiment. Et ça m'impressionne et je suis admiratif de ça. Et c'est une des. En fait, je l'ai eu en regardant tout ce qui était autour du no-code, parce que c'est une des applis qui est fer de lance du no-code. Le no-code, c'est arrêter d'avoir besoin des développeurs pour développer des applications, faire des choses et des intégrations. Et en fait, voilà, Notion, je pense que ça a l'ambition justement de pouvoir tout faire, que ce soit du site web, de la gestion de tickets, de la gestion de budget, tout ça, sans avoir besoin de coder quoi que ce soit et de réussir à tout faire soi-même. Donc, c'est monstrueux. Alors, en fait, je suis juste passé dessus parce que j'avais besoin de... je me remets à écrire des scénarios de jeux de rôle et en fait j'avais besoin de créer des mind maps que j'arrive pas à faire si je suis pas à l'écrit pur et dur sur un carnet à la con et en vrai sur Google j'ai un mal fou à essayer de m'organiser sur ce genre de choses et je sais pas comment j'en suis arrivé à ça et en vrai c'était ne serait-ce que le fait d'imbriquer des pages dans Notion qui c'est un truc de base. Alors, en vrai ça aide vachement et plus tu regardes des vidéos ah, je peux faire ça aussi. Attends, ok, je vais tester. Et voilà, je suis tombé sur un mec. Ses vidéos, c'est Shubham Sharma. Et le mec est vraiment ultra didactique. Il explique super bien les trucs.
Et du coup, j'ai regardé, je sais pas, des heures de ses vidéos à lui pour comprendre comment utiliser Notion dans son truc. Ouais. Trop bien. Moi, je vois juste 2 défauts en fait à ces trucs-là. C'est déjà c'est très compliqué de tout rebasculer en fait sur ces outils-là. Enfin, c'est pas compliqué, ça prend du temps. Parce que moi, je vois au niveau du boulot, en fait, je voulais l'utiliser, mais comme on a déjà Trello, Slack et beaucoup Google Drive, où on a des centaines et des centaines de fichiers dedans. Donc de basculer là-dedans, c'est un peu compliqué. Et un autre truc, surtout au niveau web, c'est hyper pratique pour faire ces sites, mais je trouve que c'est très normatif et que du coup, tu te retrouves un peu avec des trucs qui se ressemblent un peu partout. Mais à part ça, je pense que justement, quand tu es indépendant et quand tu fais des trucs même pour tes loisirs, c'est un super outil. Et heureusement qu'il y a des outils comme ça où tu n'as pas forcément besoin de compétences techniques pour arriver à des super résultats. Tu es obligé d'en passer par un certain niveau de standardisation pour pouvoir proposer ça au grand public. Bien sûr, c'est tout à fait normal. Ouais. Sinon, c'est. Mais voilà, c'est un biais des choses. Vous volez On l'a mon vu job. sur le web avec. Bah oui, mais c'est ça exactement. Et on a vu ça aussi sur du web pour tout ce qui est front-end et interfaçage, où il y avait des frameworks et des bibliothèques qui étaient tout le temps utilisées. Et au bout d'un moment, tout se ressemble. Donc voilà. Mais ça a une vraie utilité. Et c'est hyper puissant. Et putain, les mecs qui sont derrière, que ce soit au niveau code et au niveau conception, c'est des brutasses, quoi. Du coup, où est-ce qu'on en était sur la liste Ouais, À moi. toi. Est-ce que tu as un coup de cœur à nous faire partager? Ouais, alors vous allez me dire que tout le monde connaît, donc ça va être un coup de cœur, c'est pareil. Je pense qu'il y a des gens qui ne connaissent pas, donc autant le dire. En fait, j'ai découvert la chaîne Bolche Geek. Je crois que j'avais déjà vu des vidéos de lui. Je sais pas comment dire ça, c'est de l'analyse en fait, souvent de ce comme on fait nous au Contrecast, c'est-à-dire de tout ce qui est autour de la pop culture, donc ça va être séries, jeux vidéo, animés, etc. Et le truc, c'est que c'est hyper bien fait. Alors, c'est de gauche, hein, comme dit le titre, mais pas que. Et en fait, je l'ai découvert surtout par par 2 vidéos. Une qui est sur Squid Game, le phénomène Squid Game. Et ce qui est génial, c'est qu'il l'aborde pas juste en parlant de la série, etc., mais tu as tout un pan qui va expliquer le cinéma coréen, sud-nord-coréen, l'histoire coréenne aussi, la sociologie coréenne, pourquoi on retrouve ces axes-là, ces thèmes-là dans le cinéma coréen, pourquoi c'est mis en avant comme ça, pourquoi il y a un aspect contestataire, comment en fait la séparation entre le nord et le sud a fait que ça a amené à cette espèce entre guillemets de nouvelle vague aussi, mais du coup dans un cinéma de genre qu'on connaît bien, et Ellie connaît bien aussi parce qu'elle en parle beaucoup des cinémas coréens, et Anya aussi, je sais. Voilà, qui parle de pourquoi Netflix a financé Squid Game par rapport à l'hégémonie américaine, pourquoi il s'ouvre à d'autres trucs. Enfin, c'est drôle, c'est hyper bien monté, c'est super bien expliqué, c'est une tuerie. Là, je suis en train de me faire toutes les vidéos, c'est bien. Toutes les vidéos à la suite. Et en fait, la deuxième vidéo, et là c'est cool parce que je vais pouvoir citer Hades. La vidéo, elle s'appelle Peut-on sauver le jeu vidéo? Et en fait, je pense que le mec, il a complètement accroché à Hades. Et donc, il a fait un sujet dessus, mais c'est pareil, il parle pas que du jeu. Il va parler du coup de qu'est-ce que la création dans le jeu vidéo, qu'est-ce que le jeu vidéo indépendant, donc du studio d'Hades, dont j'ai oublié le nom, de la différence avec les gros studios, les AAA. Il va parler aussi du crunch, il va parler de la syndicalisation dans le jeu vidéo, il va parler donc de la liberté de création. Il a fait aussi il y a des extraits dedans où il a fait des émissions Twitch avec des auteurs indépendants dont on connaît certains, et je suis désolé, j'ai oublié le nom, mais quand vous verrez les noms des jeux indépendants, vous les reconnaîtrez. Voilà, enfin c'est hallucinant comme c'est bien fait, comme c'est bien écrit, comme c'est bien monté, c'est incroyable, quoi. Franchement, je comprends pas pourquoi j'ai pas découvert cette chaîne-là avant. C'est fou, quoi. Je vous conseille vraiment. D'aller voir ça. Ah putain, mais c'est fou. Il y a une réflexion aussi, sur le film Joker. C'est incroyable, quoi. Franchement, allez regarder une vidéo de cette chaîne, et je pense qu'après vous pourrez plus décrocher tellement c'est intelligent et tellement c'est apprenant, quoi. Ok. Zef et Ali, vous connaissiez la référence ou... Oui, je connais. J'ai jamais regardé, mais je vois passer régulièrement dans le feed. Bah moi non du tout. Du tout. Mais du coup ça m'intéresse. Je pense que je vais aller écouter
Bah, quand j'aurai fini Archive. Ça en prio. Ça en prio. Avant le prochain platine. Et c'est ça. Et du coup, on termine par Hailey. Un coup de cœur à nous faire partager pour cet épisode. Non, on en a un autre après. Ah oui, C'est l'avant-dernier. Chut, on ne tease Eh pas. oui. Oui, du coup, c'est un peu comme Zef, mais aussi un peu comme Kétrus, dans le sens où je pense que peut-être que vous connaissez, mais du coup, c'est au bureau. Non, en fait, j'ai un coup de cœur en ce moment pour une marque de sac à dos. Je crois que je l'ai vu passer. Et qui s'appelle Kabaya, c'est une marque française. En fait, comme je disais, je changeais de taf, donc je m'étais dit, en fait, mon ancien sac anti-vol, il est en train de mourir. Et du coup, j'étais en train de chercher un sac pour mettre un PC, etc. Mais un truc assez cool, quoi. Et en fait, Kabaya, donc, c'est une marque française. Et en fait, ce qui est leur particularité, c'est que eux, ils ont une ouverture grand angle. Pas comme les classiques sacs Eastpak ou ce genre de choses. Et en fait, ils ont tout pensé à l'intérieur aussi. Donc, en fait, il y a même un petit anneau pour ses clés, un truc pour le PC, etc., etc. Mais en plus de ça, donc le fond est étanche. Donc, c'est très pratique quand justement on fait renverser des trucs dans le sac. Mais aussi parce que le sac est... à l'extérieur, c'est déperlant. Donc, comme il pleut beaucoup à Paris, c'est parfait. Et en même temps, donc il est garanti à vie, il est vegan, les bretelles sont molletonnées, parce qu'en fait, j'ai l'impression que c'est... déjà qu'en fait, alors il y a plusieurs tailles, il y a mini, medium, maxi. Et en fait, la taille maxi fait déjà la moitié de mon dos. Donc, je vais pas tenter le medium. Mais medium, je crois, si on peut mettre un PC de un peu plus de 15 pouces, peut-être 17. Ouais, Et du coup, il y a plusieurs modèles et on peut aussi le personnaliser parce qu'en fait, la petite poche de devant, en fait, quand tu l'achètes, pardon, en fait, tu peux modifier la petite poche de devant, donc ça c'est cool. Et pardon encore. Et du coup, c'est pas si cher, c'est 85 €. Mais voilà, j'aime bien l'image de marque. Le fait que ce soit français, vegan, tout ça. Et franchement, belle découverte, quoi. C'est marrant parce que ça j'en ai entendu. Je me suis fait spammer mon Instagram des pubs Kabaya. Où vraiment j'ai tellement vu le truc que je l'ai en tête avec tous ces gens joyeux qui sautent très contents de lancer leur start-up. Mais ouais, c'est ok. Ouais, ça me fait rire parce que là j'étais en train de me dire ok, dans 5 minutes elle va nous partager un code promo. Genre. Le running gag Non, mais par contre, depuis que je l'ai acheté, je le vois partout. Alors qu'avant, franchement, j'avais pas fait attention, mais une fois par jour, je le vois dans le métro, quoi. Ok. Donc, et ils ont une boutique dans le Marais, aussi à Saint-Lazare. Donc voilà. Et puis en ce moment, à Noël, par exemple, ils se sont fait dévaliser, parce qu'ils font aussi des bonnets. Ils font quoi d'autre ? Ils font aussi des pochettes pour les PC, des chaussettes, des gourdes, des serviettes. Et même, on peut avoir des petits cadeaux, comme moi, j'ai eu, je crois, un jeu de cartes. Et en fait, quand on achète le sac aussi, ils te mettent des petites attentions. Par exemple, je crois qu'il y a un petit... il y a un petit ticket, enfin pas un petit ticket, mais une petite pochette, où en fait, voilà, il faut pas le jeter, il faut le planter. Ou sinon, il y a une petite pochette où ça sent la lavande pour que le sac sent bon, etc. Enfin, moi, je pense qu'ils sont assez forts quand même. Ils sont assez à l'écoute, quoi. Et moi, je suis malheureusement assez bon public de tout ça. Ces équipes marketing. C'est terrible. Mais voilà, mais en vrai, c'est assez qualitatif parce que j'avais un petit peu peur de l'effet de mode, justement. Ouais. Et en fait, c'est vraiment pas mal. Ok, écoute, des idées pour les cadeaux de Noël pour Kétrus et Zef. Offrez-vous des sacs, c'est vegan free. Ah ouais, Noël. En tout cas, merci pour tous ces coups de cœur. Mais effectivement, comme Kétrus le disait, on a une petite invitée surprise qui est revenue.
et qui nous a enregistré un coup de cœur justement pour l'occasion. Et forcément seconde chroniqueuse, on parle du coup de Julie qu'on n'a pas vue depuis un petit moment, mais qui est toujours là, qui est juste très occupée par le boulot. Mais voilà, elle nous a laissé un petit coup de cœur et que je vous laisse écouter. Yo, les contrecastos, je ne suis pas parmi vous aujourd'hui, mais je vais vous envoyer un petit coup de cœur, non pas depuis l'au-delà, mais presque. Je vais vous parler d'une petite expo que j'ai faite la semaine passée à Paris. C'est une expo qui s'appelait Photographie dans une petite maison dans laquelle j'étais jamais allée, et c'était une exposition autour de ce qu'on appelle la photographie spirit. Alors je savais pas trop ce que c'était, j'avais compris que ça parlait grosso modo de photographie de fantômes au début du siècle. C'est une petite expo qui réunit une collection de photographies privées, et en fait j'ai découvert tout ce monde-là et surtout la grosse fame qu'il y a eu à partir du milieu du 19e siècle, vraiment l'engouement populaire qu'il y a eu pour ce type de photographie. Donc pour vous résumer un peu, pour vous décrire le procédé, c'est des photographies où il y a des images, des apparitions fantomatiques ou d'esprits qui apparaissent sur la pellicule et qui sont vachement mises en scène. Alors ce qui est rigolo, c'est que en fait on comprend que c'était hyper à la mode, et on est en pleine époque des tables tournantes, des médiums, etc. C'était très en vogue. On adorait se dire qu'on pouvait communiquer avec les fantômes et les membres chers disparus. Et il y en a plein qui en ont fait leur profession un peu, hein, et c'est rigolo de se rendre compte que c'est charlatan pour certains utiliser des méthodes qui aujourd'hui nous font rigoler, parce que il y avait des sortes de photomontages qui étaient faits, mais avec les moyens techniques du bord de l'époque. Et quand on voit aujourd'hui ces photographies, c'est hyper risible, parce que on voit clairement des montages photos à peine cachés. Il y a notamment toute une séance de spiritisme qui est menée par une médium qui, semble-t-il, était assez connue à l'époque. Et on la voit en scène avec ce qu'on appelle à l'époque des ectoplasmes. Donc c'est des sortes d'apparitions de éthérées, de fantômes, voilà, on sait pas trop. Et souvent ça prenait la forme de trucs blancs qu'il y avait sur la photo. Alors moi il y en a certains, je l'ai clairement identifié comme étant de la crépine de porc. Parfois, c'est plutôt du tulle blanc ou du papier crépon qui est collé au-dessus de la tête de la médium, et avec parfois des photos dedans. Et voilà, c'était censé donner le change, en fait. C'était censé être des vraies apparitions de vrais esprits, alors qu'en fait c'était du scrapbooking de les premières heures du scrapbooking, du découpage et du collage. Voilà, c'était une petite expo rigolote qui est terminée malheureusement, mais du coup je vous invite à aller regarder un peu ce que c'était que la photographie spirit à l'époque. Voilà. Et alors petit fun fact, il y a une médium comme ça qui était assez connue, et on l'a soupçonné quand même de mettre en scène toutes ces séances un peu de spiritisme, et du coup elle a fait valider ces séances par un huissier, ou en tout cas une personne officielle qui était venue pour attester de la véracité de ce qui se passait. Et plus tard on a quand même remis en question l'authenticité de ce qui se passait,
parce qu'on s'était rendu compte que les visages qui apparaissaient au-dessus de sa tête, c'était en fait des gravures de mode qui avaient été découpées dans les magazines, et on avait retrouvé très exactement les têtes des mannequins qui avaient été découpées dans les magazines pour être collées au-dessus de la sienne sur les photos. Voilà, c'était mon petit coup de cœur fantôme, parce que je sais qu'on aime bien parler de fantômes ici. C'était mon coup de cœur fantôme de la semaine. Je pense qu'elle voulait aussi chroniquer Archive 81. Je pense qu'elle aurait voulu. Mais oui, du coup, ça tombe bien dans le thème. Et du coup, voilà, c'est une bonne façon d'arriver sur la fin de cet épisode. J'ai juste envie de dire merci à tout le monde pour vos superbes chroniques. Et je vais faire un petit rappel, comme à tous les épisodes, à nos auditeurs, pour dire que le Contrecast fait partie du VHS, donc Vaisseau Hyper Sensas, association qui se finance via un Patreon dont on vous filera les liens en description. Si jamais vous avez envie de soutenir les nombreux autres podcasts qui sont sous le même label, ou si vous avez envie de payer des écouteurs à Julie, parce que ça c'est toujours d'actualité, ou si voilà, vous voulez juste nous faire plaisir et continuer de nous soutenir dans cette petite aventure, c'est le moment. Je vais juste faire un dernier tour de table du coup pour les réseaux sociaux ou vos actualités. Du coup, Quetrus, où est-ce qu'on te retrouve ? Moi, on me retrouve sur Instagram à Quetrus. On me retrouve aussi dans Comics Outcast. Voilà. Et on me retrouvera aussi au salon du jeu de Cannes. Voilà, je sais qu'on va être beaucoup de VHS, donc si vous êtes des joueurs ou joueuses, et voilà, venez nous voir à Cannes. On sera dans les couloirs. Moi, j'aurai un stand au Chimérarium, donc je serai ravi de pouvoir discuter avec vous. Est-ce que tu peux juste nous rappeler les dates ? Oui, alors c'est la semaine du 22, donc ça doit être c'est du jeudi après-midi au dimanche pour le grand public. Ok. Du coup, cette année, je suppose que Zef y sera aussi, n'est-ce pas ? Oui, complètement. Et où est-ce qu'on te retrouve, Zef ? Dans le défaussé, du coup, parce que ce sera ça, le gros du truc. Ailey ? Plutôt de Twitter. Sauf si vous voulez pas vous faire spoiler dans mes platines. C'est ce que j'allais dire. Putain. Dans tous les cas, ça aussi, on vous le rajoutera en lien parce que voilà, c'est toujours chouette de retrouver nos chroniqueurs dans leurs autres projets et podcasts. En attendant, abonnez-vous. Du coup, on est un peu partout, Spotify, Podcast Addict, Apple Podcast et autres plateformes sonores. Et comme tous les épisodes, on essaye plus ou moins de finir sur une bonne blague. Et du coup, cette fois-ci, Julie s'est portée volontaire pour ça. Du coup, elle nous a aussi enregistré la blague qui clôturera cet épisode 37 du Contrecast. Et voilà, en attendant, on se retrouve le mois prochain pour un nouvel épisode. Et merci à tous. Et vous saviez qu'ils vont faire un reboot de Undo Stress ? Ça a été annoncé en décembre dernier. Et ça va être le grand retour de Lola, Pedro, Carmen Arantz, tout ça, 20 ans après. Et du coup, la série, ils vont l'appeler comment ? Ils vont l'appeler Undo Stress Quattro Cinco. Voilà. Du coup, ça tombe bien que je vous en parle parce que ça fait, comme vous êtes tous très forts en espagnol, vous l'aurez compris, donc 1, 2, 3, 4, 5. Et donc 5, c'est à peu près, grosso modo, le nombre d'étoiles qu'il faut que vous mettiez pour dire que c'est trop bien ce qu'on fait, en fait. Voilà, donc vous fiez à Undo Stress, vous rajoutez plus 2, et puis ça donne le nombre d'étoiles qu'il faut mettre. Voilà.